Alors, présentation des intervenants. Je suis très heureux ce soir d'accueillir plusieurs intervenants. La première s'appelle Barbara Delacroix de Devana. Elle est docteure en sciences humaines et sociales. Elle est spécialisée en philologie ainsi que dans le droit. En 2020, elle a décidé de se concentrer sur le design de l'intelligence artificielle, l'IA, pour créer un programme qui aide à mieux gérer et rechercher des documents et des informations vérifiées rapidement grâce à l'IA. Elle dirige aujourd'hui Devana, un hub de l'IA, qui permet de concevoir ses propres agents librement et qui possède surtout ses propres outils de vérification. Merci Barbara d'être avec nous ce soir, c'est vraiment un honneur de te recevoir. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, on n'a pas que Barbara ce soir, hein. On a d'autres personnes. Alors, Anaïs Brémond devait être là ce soir, d'ISIA. Malheureusement, elle est malade, elle est malade, ça arrive. Et voilà, je voulais la saluer. Anaïs, on sait que tu seras là la prochaine fois. T'inquiète pas, je sais que la team ISIA est là et nous écoute. Donc ISIA, hein, c'est un outil qui est génial, qui permet de générer du contenu par IA, qui est spécialisé dans les réseaux sociaux et adapté à votre communication. N'hésitez pas à aller checker ça. C'est Anaïs Brémond de ISIA, je vais y arriver. Takir, très heureux de recevoir Iman. Iman, elle a plus de 5 ans d'expérience en marketing dans des startups technologiques. Elle a récemment fusionné cette expertise avec les innovations de l'intelligence artificielle. Elle a sorti une formation ChatGPT pour les indépendants. Elle propose aussi des formations aux entreprises qui souhaitent renforcer les compétences IA de leurs équipes marketing. Merci Iman d'être avec nous ce soir, c'est un vrai honneur aussi de te recevoir. Merci Rémi, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'être là aussi. Excellent. On aura également Grégoire Moto qui viendra en deuxième partie. Grégoire, il est développeur indépendant IA depuis 10 ans. Il a travaillé sur plus de 50 startups. Il développe actuellement une application intelligence artificielle pour apprendre les langues. Il aime conseiller les entrepreneurs pour les aider à réussir. Très heureux d'être avec toi, Grégoire. Ça fait plaisir aussi que tu sois là. Bonsoir et très heureux d'être avec vous. Et enfin, je me présente quand même rapidement. On va pas y passer 3 heures, mais c'est important. Alors, pour ma part, donc je suis indépendant depuis 2003. Depuis 2010, j'accompagne des entrepreneurs à développer leur entreprise. Je partage notamment mes conseils gratuitement sur montersonbusiness.com et mon émission, le MSB Show, qui m'a permis d'ailleurs de rencontrer, de travailler des gens incroyables comme Gary Vaynerchuk, le célèbre Gary V, ou Paris Hilton, ou encore travailler pour le groupe Engie. Nous lançons avec Grégoire plusieurs projets d'IA actuellement. Et le but, c'est d'aider les entreprises à doubler leur CA grâce à l'intelligence artificielle. Voilà un petit peu pour les présentations. Merci à tous encore d'être là ce soir. Je suis très heureux de participer. Je vois que la salle a commencé à se remplir. Et je vous propose de commencer tout de suite avec un point important. On nous avait posé la question lors du premier débat. C'est important de le dire. En une phrase simple, c'est quoi pour toi l'IA? Et on va commencer par Barbara, qui est avec nous ce soir. Ok, alors pour donner une définition, donc en une phrase, moi j'aime bien expliquer l'IA. Alors je parle plutôt d'IA générative parce que c'est ma spécialité. J'aime bien expliquer l'IA générative par un réseau neuronal numérique que l'on a entraîné pour lui donner une capacité, et par exemple une capacité de génération de contenu tel du texte ou de l'image. Et donc on lui a donné une capacité qu'on n'a pas rentrée normalement à une intelligence humaine. Voilà ma définition. Excellent, merci. Je vais laisser la parole à Iman également pour sa définition de l'intelligence artificielle. Oui, donc pour moi, je vais dire en des mots simples, l'IA, c'est quand les ordinateurs en fait peuvent penser comme les humains pour faire des choses intelligentes. Et dans le cadre de l'IA générative, en fait, c'est quand les ordinateurs peuvent créer des choses, donc comme de la musique, des images ou du texte par eux-mêmes. Excellent, merci Iman. Pour ma part, effectivement, l'IA, c'est tout à fait ce que viennent de présenter Barbara et Iman. C'est quelque chose qui pour moi va changer énormément de choses. C'est vraiment quelque chose qui a un impact fort sur tout. C'est compliqué d'expliquer en une seule phrase simple ce que c'est. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, c'est un peu de la magie. C'est quelque chose ce sont des outils qui ont été créés avec un nombre de paramètres tellement importants qui sont capables de prédire ce qu'on va faire et ce dont on va avoir besoin. Et c'est un peu ça que font d'ailleurs les outils comme ChatGPT.
Et je trouve ça assez délirant. Et d'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire. Encore une fois, si vous avez des questions, quoi que ce soit, important, utilisez le système de commentaires, hein, n'hésitez pas. On répondra à vos questions avec grand plaisir. Alors justement, moi, ce que je voulais demander également à mes intervenants, on commencera par Iman cette fois, c'est les cas d'utilisation de l'IA pour les novices. Quand tu parles d'IA à tes proches, par exemple, Iman, pour quelle utilisation tu leur recommandes d'utiliser l'IA? Alors, il y a plusieurs utilisations. Il y a, par exemple, si on maîtrise pas forcément une langue, on maîtrise, par exemple, quelques éléments, on va dire, si on maîtrise un peu le français, mais pas assez pour écrire des emails, ou des messages qui vont être bien écrits, donc je conseille d'utiliser ChatGPT, pour ça. Sinon, il y a aussi la traduction. On a la capacité de traduire du texte, que ce soit de façon orale ou écrite. Donc voilà, les usages qui vont être vraiment clairs, ça va être tout ce qui est rédaction pour moi et traduction pour les novices. Excellent. Barbara, du coup, toi, à tes proches, ceux qui sont pas forcément dans l'IA, j'imagine tu leur donnes des conseils. Sur quoi tu les conseilles? Alors, si on parle vraiment d'usage pour les particuliers, alors, j'ai contextualisé, en tout cas pour ma part, en fait, comme on a développé Devana, et que Devana propose en fait par défaut un chat qui est connecté à Internet. En fait, ce qui est intéressant dans la mobilisation de l'IA générative, c'est que on peut aujourd'hui lui poser une question, elle peut aller chercher de l'information plurielle et nous fournir en fait une réponse construite et sourcée. Donc je dirais qu'on peut déjà l'utiliser comme un moteur de recherche évolué où en fait on n'est plus obligé de cliquer à droite et à gauche et de prendre, je sais pas, un quart d'heure pour comprendre un sujet, et qu'on peut en fait avoir une vraie analyse et une discussion sur une thématique. Et après, forcément, le deuxième point qui a été énoncé, c'est l'aide à l'écriture, l'aide à la traduction. C'est un vrai plus, c'est quand on sait qu'il y a énormément de personnes qui ont des difficultés, en tout cas pour comme ça a été dit, pour écrire simplement un mail dans les bonnes formes, c'est un vrai avantage et un soulagement pour beaucoup. Tout à fait, je vous rejoins parfaitement. Moi, c'est vrai que dans ma famille ou parmi mes amis, c'est surtout sur l'emploi, tout ce qui est lié à l'emploi. C'est assez fou. Beaucoup des gens qui sont autour de moi ont des problématiques. Ils veulent changer de poste ou ils sont actuellement sans emploi, ils cherchent. Et ils ont envie d'améliorer leur CV, ils ont envie d'améliorer la façon dont ils vont envoyer leur lettre de motivation, par exemple, à des entreprises. Ils ont envie d'améliorer leur profil LinkedIn. Les outils d'IA font des choses incroyables dans ces domaines-là. Voilà, vous leur donnez les informations que vous avez déjà et elles vont vous retravailler le texte. Elles vont optimiser tout ça et vous permettre d'avoir un impact beaucoup plus grand. Et pour les entreprises, pour les amis entrepreneurs, j'ai énormément de demandes aujourd'hui sur la production de vidéos. Beaucoup de gens qui veulent produire de la vidéo, qui veulent produire du texte également sur LinkedIn, qui veulent faire de l'image et qui sont soit déçus des outils parce qu'ils savent pas forcément les utiliser, parce que c'est pas si simple que ce qu'on veut bien faire croire, ou notamment dans la vidéo, ils se disent j'ai pas envie de montrer ma tête, ou j'ai envie d'avoir un outil qui va me permettre de générer plein de contenu de qualité à partir d'un seul. Bref, ils ont vraiment cette envie d'optimiser un peu les choses et d'utiliser l'IA de cette manière-là. Enfin, moi, c'est vraiment de ce point de vue-là. Et c'est vrai que à titre pour les particuliers, c'est plutôt cette partie création de texte, d'image, pardon. Et pour la partie emploi, je sais que ça aide beaucoup de gens là-dessus. Ok, excellent. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, vas-y. Je dirais en fait c'est un apport de compétences. Et comme j'ai pu le dire, les IA sont, il y a des différentes qui ont des différentes capacités, mais justement ce sont des capacités qu'on n'a pas forcément à 100%. Et ce sont des aides, des compétences complémentaires pour réaliser soit des choses qu'on pourrait pas faire, générer de belles images pour le plaisir, pourquoi pas, soit en fait on parlait du texte pour pouvoir communiquer de manière claire et augmenter par exemple ses chances de trouver un emploi comme tu l'as dit. Donc, ce sont vraiment des compétences complémentaires. Et des vidéos, moi c'est vrai que là j'ai travaillé pas mal sur ça, justement avec la possibilité que donne ChatGPT via un GPT qui s'appelle InVideo.
en fait qui vient d'être lancé. Et en fait, on peut créer une vidéo, un script très vite, en 2 minutes. La vidéo va être en anglais, certes, on va pouvoir la traduire, mais déjà ça donne une base en fait, parce qu'on a un script qui va être super bien écrit, qu'on va pouvoir retravailler, et aussi on va avoir des images qui peuvent nous inspirer en fait pour notre propre vidéo. Et d'ailleurs j'en ai créé une justement pour ma formation, et je pense que c'est vraiment encourageant pour la suite, ça. Rémi, est-ce qu'il y a un souci Non, je pense que Rémi a un souci Ouais. technique, donc on peut continuer le temps que Rémi revienne. Alors, Du coup, on enchaîne sur tout ce qui est, on peut enchaîner sur tout ce qui est emploi, et justement les risques. On a entendu pas mal parler de licenciement dernièrement, et c'est quelque chose en fait qui revient souvent. D'ailleurs, on a eu une étude qui a été faite par le FMI qui dit que en fait, à travers le monde, on va avoir 40% pardon des emplois qui vont être touchés par par l'IA, et que justement ça va être assez prononcé dans les pays développés où on va avoir 60% des métiers qui vont être touchés. Donc ça, c'est pas à prendre à la légère. Et justement, on peut en discuter, Barbara, si tu veux, le temps que Rémi nous rejoigne. Du coup, pour dire que c'est vraiment un sujet, et que Est-ce que vous m'entendez? ouais, ouais, on t'entend. Du coup, j'ai repris Non, un non. peu le flambeau le temps que tu reviennes, et j'ai parlé Merci, Iman. je t'en prie, Merci. de Excellent. tout ce qui est impact sur l'emploi. Et le fait, je disais qu'il y a un rapport qui est sorti du FMI qui disait que 40% des emplois à l'échelle mondiale vont être touchés par tout ce qui est IA, et il faut veiller à protéger justement les emplois. Et je disais qu'on allait en discuter. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été publiées là-dessus, hein. Vous avez peut-être pu voir les licenciements, notamment assez massifs dans les entreprises tech dans le monde. Moi, ce que j'avais vu, effectivement, c'est Goldman Sachs qui avait prédit que 300 millions d'emplois potentiellement automatisables en quelques années. Et il y a une liste assez impressionnante, effectivement, d'emplois qui ont été impactés directement ces dernières semaines et ces derniers mois. Je ne sais pas si Barbara en a parlé pour l'instant, si elle a pris la parole aussi ou pas. Non, pas à ce encore. sujet. D'accord, on t'écoute du coup. C'est un sujet intéressant que j'avais abordé la semaine dernière. J'avais été intervenue chez Numéum, et puis donc je l'ai abordé de deux manières. La manière, je dirais, au premier abord, en actualité, par exemple, je trouve que c'est très récent. Il y avait SAP, qui est une énorme boîte, hein, qui a entamé le licenciement de 8000 personnes en interne, et investi 1 milliard dans l'IA. Pas de problème. Donc c'est un grand changement. Et là, du coup, ça rebondit sur ce qui a été dit. C'est il y a une vraie inquiétude qui émane de ça. Moi, après, ça c'est un fait, et on va le voir. On va avoir d'autres événements de cet acabit, ça c'est certain. En revanche, si on regarde les choses autrement, il y a deux choses. En gros, il y a au niveau des entreprises, moi ce que j'explique, c'est que on a de nouveaux outils qui arrivent, un peu comme quand on a eu Internet qui est arrivé, et donc c'est plutôt de réfléchir à comment on intègre ces outils-là et comment on monte en compétences, parce que typiquement, paramétrer des agents intelligents, les utiliser, monter en productivité, être créatif et inventer de nouvelles manières de faire, bah, ça veut dire en fait que ça induit l'obligation pour les entreprises de monter en compétences, de créer finalement peut-être des nouveaux métiers, pas forcément des nouveaux métiers, mais en tout cas des nouvelles compétences pour les salariés, pour qu'ils puissent finalement ne pas être inutiles entre guillemets, mais qu'ils puissent finalement être pouvoir utiliser ces outils-là. Et c'est quelque part une question d'inclusion, hein, finalement dans cette innovation
qui est plus une innovation, qui est une révolution. Et autre élément qui est hyper important, là on s'éloigne un tout petit peu de l'IA, c'est qu'est-ce qu'expriment les gens en général. Et si on se met du côté par exemple marketing, on se rend compte en fait que les personnes expriment le besoin de réhumanisation. C'est-à-dire que en gros, quand on fait avancer comme ça la techno, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens cherchent à se recentrer sur eux-mêmes en tant qu'humains, et c'est encore d'autant plus important depuis que on est passé à l'intelligence artificielle qui se rapproche de nous, et donc on a un besoin de personnalisation, de confiance, etc. Et finalement, si on a besoin de ça, c'est que l'intelligence artificielle, elle va devoir intégrer des humains avec elle pour qu'on puisse répondre en fait à ce besoin d'humanisation de notre environnement. Donc, je pense je connais pas l'avenir, mais les boîtes qui décident, comme SAP, de licencier 8000 personnes, je pense que dans un an, peut-être un peu moins, un peu plus, ils vont réembaucher d'autres personnes et réviser leur structuration d'entreprise. Donc là, on est dans une période en fait plutôt je parle au niveau des entreprises, mais il y a un peu ils sont de déséquilibres et de choix qui sont pas forcément les bons. Donc j'ai pas une vision en fait négative, et je pense pas que on va avoir un changement au niveau des emplois et de nos capacités, nos compétences, plutôt que un chômage de masse. C'est mon regard en tout cas. Okay. Ouais, non, mais tout à fait, c'est intéressant comme vision. On répète souvent effectivement aussi que, pour moi en tout cas, c'est pas l'IA qui va remplacer les humains, c'est plutôt les humains qui seront capables d'utiliser l'IA qui vont peut-être remplacer les autres humains. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est ce que tu as dit. Il y a un besoin de plus en plus d'humanité. J'aime prendre un autre exemple. Là, il y a l'Apple Vision Pro, le fameux casque de réalité augmentée qui vient de sortir. C'est vrai qu'on voit passer énormément de vidéos, beaucoup de gens rigolent, etc. Bon, c'est une vraie révolution en réalité, hein. Ça va impacter beaucoup de choses, même si c'est pas du tout le premier casque de ce type sur le marché. Mais il y a aussi ce besoin de dire, ok, c'est super toutes ces technologies, les robots de Tesla, les robots Optimus, voilà, les robots Boston Dynamics, etc. L'intelligence artificielle de l'autre côté, les deux mixés pourraient nous amener vers quelque chose qui peut faire peur à beaucoup de gens. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce besoin-là de dire, ok, on a besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, au téléphone ou en vrai. On revient un peu aux fondamentaux. D'ailleurs, c'est assez drôle. On avait vécu un peu la même chose avec Internet, l'arrivée d'Internet, et avec l'arrivée des réseaux sociaux, où tout le monde disait, bon bah voilà, enfin beaucoup de gens disaient, ça va remplacer ceci, ça va remplacer cela. Et au final, on a toujours des gens qui veulent aller à des événements, on a toujours des gens qui veulent discuter pour de vrai. Ça n'a pas changé les choses, ça a peut-être même augmenté tout ça au final. C'est ce que j'ai envie de voir. Moi. Je me permets d'ajouter un élément. Quand tu dis besoin de quelqu'un au téléphone ou besoin de en gros besoin d'humanité, si on se met quand même dans une position je pense que plein de gens vont se retrouver dans ce cas d'usage. Si je vais sur le site, un site internet, et que j'ai un problème sur le site internet et que je vais cliquer sur le chat en bas à droite. Aujourd'hui, c'est pas très répandu, donc on va avoir un chat classique où en fait on va pas avoir la réponse qu'on veut et on va s'énerver, s'agacer et se sentir seul. Et si j'ai un problème avec mon opérateur téléphonique, j'ai pas quelqu'un qui va me répondre au téléphone de manière systématique, voire jamais, et je ne pourrais pas dialoguer avec un chat au langage naturel, donc en tout cas pas tout de suite, et donc me sentir seul et donc dépourvu d'humanité. Et en fait, si l'intelligence artificielle générative, je parle bien de celle-là, a pris cette ampleur-là et qu'on a vraiment intégré dans notre vie du jour au lendemain, c'est parce qu'on avait un vrai besoin d'humanité. Et il y a plein d'endroits où en fait on parle même pas de postes qui vont être supprimés. Il y a plein d'endroits en fait où il n'y a pas d'humain parce que ça a été déprécié, parce que plein de choses. Et donc ça nous permet aussi quand même de combler des manques d'humanité. Là, il y en avait plus du tout. Et après, l'autre élément qui est important aussi, c'était un besoin qu'on avait. C'est-à-dire qu'on parle avant que l'IA générative arrive, on se plaignait tous de la surinformation, de l'infobésité, etc. C'était le sujet crucial. Et au final, l'apport des IA, c'est cette analyse en temps réel de l'information. Et donc, du coup, ce qui nous apporte en fait une compétence de lucidité qu'on avait perdue. Donc, si on l'intègre aussi vite, c'est parce qu'on avait un énorme manque, en fait, que ce soit autant de l'humanité que de la compréhension du monde qui nous entoure,
qui est blindé d'infos. Voilà, je ferme la parenthèse, je laisse la parole. Oui, du coup, si je peux reprendre la parole parce que j'ai juste énoncé le sujet et donner mon avis. Donc moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit pour dire que en fait, il faut voir l'IA plutôt comme un assistant que comme un remplaçant. Mais là, je vais mettre un bémol parce que ça va dépendre en fait des métiers. Parce que d'après les études qui ont été faites, en fait, on va voir qu'il y a des professions qui sont à haut revenu, comme par exemple les chirurgiens, les avocats qui vont voir leur productivité qui va être augmentée grâce à l'IA. On va avoir d'autres métiers, des métiers de cadre aussi qui vont être impactés parce que s'ils se forment correctement, ils peuvent justement augmenter leur productivité. Mais d'un autre côté, en fait, on voit que les études disent qu'il y a les postes qui sont moins qualifiés et qui vont pas forcément être complémentaires avec l'IA, comme les vendeurs ou les artistes. En fait, ils vont être vraiment vulnérables par rapport à tous ces innovations et potentiellement, en fait, il y aura plus de productivité, mais ça va amener justement moins de main-d'œuvre et moins de les salaires en fait vont être encore plus bas. D'où l'importance et c'est là où je vois qu'il y a des opportunités qui peuvent être mises en place, que ce soit au niveau des États, mais aussi au niveau des entreprises. C'est de former justement les salariés qui est à l'IA et en fait d'investir aussi pour faire des reconversions dans d'autres métiers si par exemple le métier de quelqu'un vient à disparaître. Donc, voilà. Complètement d'accord. Merci, Iman et Barbara, très intéressant. Effectivement, c'est un sujet qui fait poser beaucoup de questions, hein, je le sais, et on avait déjà eu le cas au premier débat. D'ailleurs, pour un point important avant d'enchaîner sur la suite, hein, quels sont les bénéfices de l'IA. Si vous avez une entreprise, on étudiera votre cas concret et l'intérêt de l'intelligence artificielle pour votre entreprise en deuxième partie de débat, donc restez bien jusqu'à la fin. Et deuxième point important, si pour le moment, ce qu'on est en train de faire ce soir vous intéresse et vous trouvez ça cool, et si vous voulez qu'on apporte encore plus de valeur, n'hésitez pas à partager le lien de ce débat sur votre LinkedIn, par message. Un grand merci d'avance à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Hein. C'est vraiment, ça vous prend quelques secondes, mais pour nous, ça change tout, très clairement. Donc là, on vient de parler un peu des dangers. Il y en a plein, on pourrait passer des heures là-dessus, mais je pense que c'est important aussi de parler des bénéfices. Les bénéfices de l'intelligence artificielle et comment on l'utilise dans notre activité aujourd'hui. Quels sont pour vous, on va commencer du coup avec Iman cette fois-ci, quels sont pour vous les bénéfices les plus incroyables de l'IA? Est-ce que vous avez des exemples à nous partager ce soir? Oui, donc moi j'ai quelques exemples qui vont être spécifiques à ChatGPT. Pour la version payante, on peut faire vraiment des choses incroyables. Donc je vais citer par exemple le fait que si on veut créer une offre, on a besoin forcément d'analyser les besoins de ses clients idéaux. Donc supposons qu'on a un questionnaire, on aura les résultats qu'on va pouvoir directement intégrer en fait dans l'outil. On va voir toutes les informations que les clients vont nous donner sur leurs besoins. Et en fait, on va demander directement à ChatGPT d'analyser tous ces besoins-là et de voir si elles se regroupent. Et grâce à ça, en fait, ça va nous donner une idée claire et en quelques minutes sur qu'est-ce que préfèrent par exemple nos clients sur telle ou telle thématique. Et ça va nous aider vraiment à améliorer notre offre. Il y a aussi la possibilité, par exemple, via ChatGPT Vision qui permet d'analyser justement des images, d'analyser des publicités de concurrents. Donc, par exemple, si on a des concurrents, on veut analyser leur pub, on peut directement intégrer les images. Il va tout de suite comprendre, on va lui demander justement d'analyser ça et grâce à ces informations, donc on peut lui demander de se mettre dans la peau d'un marketeur expérimenté pour qu'il analyse que ce soit le fond mais aussi la forme de ces publicités et grâce à ça en fait il va nous faire des retours qu'on peut utiliser et il peut même nous conseiller sur notre publicité à nous si on veut en créer une. Donc voilà 2 cas. Après je peux ajouter d'autres. Il y a aussi la possibilité de créer sa landing page, d'améliorer
une landing page si on en a déjà une, en prenant pour exemple d'autres landing pages de créateurs par exemple ou de personnes qu'on aime bien, et grâce au copywriting qu'il va comprendre, on peut justement améliorer et créer nos propres landing pages. Donc ça, c'est vraiment des usages marketing, parce que ça, c'est mon expertise, mais il y en a tellement que voilà. Donc voilà mes exemples. Iman, du coup, Barbara. Yes. Alors, c'est très vaste comme question. Je vais prendre quelques exemples qui n'ont pas été dits. L'apport que par exemple peut avoir l'IA, on retrouve, il y a différentes innovations, il y en a un peu partout, tout le temps. Et je pense qu'on en compare, il y en a certaines qui ont déjà popé. Mais par exemple, sur l'assistance aux personnes isolées, il y a des concepts qui sont sortis. On a aussi l'IA embarqué dans des robots. Donc, il y a des belles choses, hein. Quand on est allé au CES, il y avait une start-up qui a un petit robot, qui ressemble à une sorte de petit renard, qui est censé apporter de l'aide, aux personnes, en même temps, c'était en situation de handicap. Donc là, on peut la mettre en interaction, de manière verbale. Enfin, il y a plein d'idées qu'on peut avoir sur l'assistance, de l'accompagnement de personnes dans différentes situations. D'ailleurs, ça fait penser aussi à comment, le Rabbit Air One, une sorte de nouveau téléphone qui contient l'IA, qui nous accompagne dans toutes les situations. Donc vraiment des nouveaux compagnons. Après, dans les autres vrais apports bénéfices que moi j'aime bien, c'est vraiment le traitement de l'information à grande échelle. C'est-à-dire que on était à un stade et ça va rebondir à ma dernière idée, mais on était à un stade en fait, en tout cas au niveau à l'échelle mondiale, de production d'informations, d'articles scientifiques, de tout ce qu'on veut en fait en termes de production humaine. Je dirais d'information, c'est plus large, qu'il était impossible finalement d'arriver à traiter ça de manière quasi instantanée, de manière réfléchie, analysée, structurée, et donc on perdait du temps dans du traitement d'informations. Si je prends l'exemple par exemple de la recherche, on a eu il y a pas longtemps, c'est l'IA de Google, qui a permis en fait de découvrir, d'inventer des millions de nouveaux matériaux potentiels en fait. Donc en fait on a la capacité aujourd'hui de mettre à disposition un ensemble énorme de connaissances et dire à notre intelligence artificielle qui en est capable de analyse-moi tout ça et trouve-moi des solutions. Alors, du coup, les potentiels sont le bénéfice, par exemple, pour la santé, les bénéfices pour la recherche, pour les matériaux. C'est ultra pertinent. Et voilà. Bon, je vais juste donner ces exemples-là. Après, on peut en discuter pendant longtemps, mais c'est vrai que pour la recherche, on a un vrai apport. Ouais, pardon. Ouais, non, clairement, pour la recherche, c'est incroyable. Moi, je voulais justement qu'on rebondisse là-dessus. Pour moi, il y a deux pans vraiment incroyables. C'est sur l'éducation et la santé, effectivement, parce qu'on n'en parle pas tant que ça, en réalité. Donc, on en a discuté un petit peu en préambule avec Iman et Barbara, notamment en discussion privée, mais c'est vrai que ce qui s'est passé, par exemple, pour la découverte de nouveaux vaccins, pour la découverte de nouveaux médicaments, même si j'aime pas trop parler de ce sujet-là parce que je sais que c'est assez sensible, donc on va pas trop rentrer dans les détails non plus, parce que parfois les plateformes de réseaux sociaux aiment pas trop qu'on parle de ça en plus. Mais c'est vrai que d'un point de vue positif, quand on se dit, on a énormément de données un peu partout dans le domaine médical qui sont générées par des universités, par des professionnels, par des chercheurs, bien sûr, qui sont très nombreux et qui avancent chacun de leur côté. Maintenant, on peut récolter toutes ces données, les centraliser et dire à une IA, effectivement, le traitement de ces données, si on le faisait de manière humaine ou classique, ça nous prendrait peut-être des années. Et aujourd'hui, j'exagère un peu, mais en quelques minutes, quelques heures, quelques jours, on pourrait arriver à traiter ces données et à avoir des résultats impressionnants. Et d'ailleurs, c'est aussi très intéressant pour l'éducation. Je vois beaucoup passer de choses là-dessus. On pourrait effectivement... On parle par exemple en France d'intégrer l'IA dans les cours directement à l'école. Je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on fasse absolument. D'ailleurs, on va parler un petit peu de la France après dans le sujet suivant. Et ouais, d'ailleurs, tu avais peut-être des infos là-dessus, Iman, sur au niveau d'AstraZeneca, je crois. Au niveau de la santé, pardon, je reviens sur la santé. Hein. Oui, au niveau de la santé, on peut peut-être discuter de Neuralink aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, vas-y.
Neuralink, en fait, ils veulent justement, ils ambitionnent de redonner la vue aux aveugles et de permettre aux personnes paralysées en fait de remarcher à nouveau grâce à des implants cérébraux. Et ça, c'est vraiment une avancée technologique qui est assez incroyable. Il y a des expériences qui ont été faites sur des animaux comme des singes ou des porcs en fait qui ont montré des résultats assez prometteurs. On a eu par exemple un singe qui a commencé à jouer à un jeu vidéo par la pensée grâce à un implant. Par contre en fait il y a aussi quelques risques. Il y a des questions au niveau de l'éthique parce qu'en fait le fait d'implanter une puce dans le cerveau de quelqu'un, sachant en fait que c'est une opération qui est assez invasive parce que il prévoit d'implanter cette puce-là directement dans le crâne de la personne. Ça pose quelques problématiques au niveau de la sécurité des données et du consentement des patients. Donc là, ils ont commencé justement les expériences sur les humains. Donc une personne a eu un test qui se révèle être prometteur d'après Elon Musk. Mais comme je disais, en fait, il y a la problématique de la sécurité des données où on peut se dire que et s'il y a des personnes malveillantes, elles peuvent hacker les données, les récupérer. Et aussi, on peut imaginer des scénarios un peu plus catastrophes, c'est de prendre le contrôle de la personne. Il y a aussi des inquiétudes aussi au niveau des scientifiques qui se disent que potentiellement, ils voient pas forcément la faisabilité à long terme, même si, comme je disais, ça reste vraiment incroyable de pouvoir déjà penser à arriver à ce niveau-là d'innovation, sachant que ça va en fait se répercuter sur la vie de personnes qui souffrent de pathologies assez graves. Il n'y a pas que l'exemple de Neuralink, il y a des concurrents à Neuralink qui utilisent justement des techniques moins invasives. On peut citer Onward ou Synchron, qui sont des entreprises, si je me souviens, une qui est américaine et l'autre qui est néerlandaise. Et justement, ils se concentrent sur une technologie qui ne va pas forcément exiger une chirurgie ouverte du crâne et qui va potentiellement aussi avoir un impact très positif sur la santé de personnes qui souffrent de paralysie, par exemple. Tous ces exemples sont vraiment intéressants. Merci Iman et Barbara d'avoir partagé tout ça. On pourrait peut-être conclure sur cette partie-là pour dire aussi, voilà, on a parlé des dangers, mais les opportunités sont incroyables pour les entreprises, pour les gens, pour la santé, pour l'éducation. Et je comprends, hein, je peux comprendre qu'on ait peur. Honnêtement, je peux comprendre. Il y a des choses qu'on voit passer, même moi, hein, qui suis un pro technologie depuis tout petit. Effectivement, quand je vois Neuralink, quand je vois que ça a été implanté dans le cerveau d'un véritable humain, je peux pas m'empêcher de penser à Terminator, je peux pas m'empêcher de penser à Matrix, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Mais pour autant, ça me bloque pas dans l'idée qu'il y a surtout beaucoup d'opportunités et que si on parvient à maîtriser les choses, et je pense qu'on en est capable, ça devrait bien se passer. En tout cas, on l'espère. On l'espère qu'on n'aura pas un scénario catastrophe. Je peux faire un petit mot de la fin. Je me permets de faire un petit mot de la fin juste pour se remettre dans l'opérationnel, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, avant d'avoir les puces dans les cerveaux, etc. Et toutes ces choses-là qui sont encore dans l'exploration, l'exploratoire. Aujourd'hui, par exemple, dans les hôpitaux, on perd plusieurs heures pour faire venir un dossier patient qui peut faire jusqu'à 30 ou 50 cm de hauteur. Ouais, voilà, à peu près voir en fait à quel point c'est fou. Et donc quand un patient arrive à l'hôpital, si vous prenez du temps en fait et vous attendez des heures, c'est pas forcément parce qu'ils sont occupés à part d'autres patients, donc en général oui, c'est aussi parce que vous attendez votre dossier. Et d'une part d'attendre le dossier, donc c'est-à-dire qu'on est encore sur des versions papier, donc on n'est même pas encore sur l'IA, mais comment on va intégrer tous ces papiers-là. Et après donc imaginez-vous quand même votre médecin qui vous a jamais vu, qui devrait connaître votre 50 cm de dossier. Il n'en est pas capable et en fait il y a des pertes de chance. Donc juste si on se met sur l'opérationnel, si on arrive à intégrer de l'IA qu'on commence à bien connaître pour traiter la documentation des hôpitaux et du coup on va déjà avoir en fait une augmentation des chances des gens de tous les jours qui passent par là
et qui attendront peut-être un peu moins. C'est vraiment pour revenir un peu sur des choses plus concrètes qui sont très parlantes d'ailleurs en ce moment. Tu as raison de recentrer les choses, effectivement. D'ailleurs, un petit point aussi sur si vous avez une entreprise aujourd'hui, vous pouvez avec l'IA très facilement analyser vos propres produits, vos services, pour pouvoir améliorer leur présentation, mieux vendre, etc. On a pas mal de gens qui nous demandent là-dessus des infos assez concrètes. Je vois passer dans les commentaires, dans les partages. Sachez qu'encore une fois, dans la deuxième partie du débat, on va parler plus d'entrepreneuriat et d'entreprise, donc n'hésitez pas à bien rester jusqu'au bout. On vous montrera tout ce qu'on peut faire de manière simple pour avancer sur ces sujets-là. D'ailleurs, point important, encore une fois, si ce qu'on raconte ce soir vous plaît, si vous trouvez qu'on est plutôt bon dans ce qu'on fait, merci à vous déjà d'être présents. Encore une fois, c'est un vrai plaisir de faire ce débat avec vous. C'est le deuxième et je suis très heureux d'être très bien accompagné encore une fois ce soir. Un grand merci par avance à tous ceux qui partagent. J'ai vu que certains d'entre vous avaient commencé à le faire, à partager le débat. Ça nous permet d'avoir encore plus de personnes qui peuvent accéder à ce contenu. C'est vraiment génial. Alors maintenant, on va passer au sujet suivant, la France. La France. Alors, je vois passer beaucoup de choses là-dessus. Ça me fait toujours rire, ce sujet-là. J'ai l'impression d'être le seul avec un petit drapeau, seul au monde, littéralement. J'exagère à peine quand je dis ça. C'est assez drôle de voir à quel point les Français, les francophones en général, ont cette manie en fait de s'auto-flageller, c'est assez fou. Et j'aimerais avoir un peu l'avis de tous les intervenants ce soir à ce sujet. Moi, j'ai pas mal de données à apporter aussi à ce sujet. Pour vous, on va commencer par Barbara cette fois-ci. Est-ce que la France, elle est au top ou elle est complètement à la ramasse sur l'IA? Et pourquoi? Alors la question, elle est c'est une grande question. La France est au top et ça s'est vu, par exemple, ça s'est vu au CES. D'ailleurs, on a des Américains qui étaient venus nous voir pour des manas. Ils nous disaient que la French Tech, on avait toujours une manière de faire de l'innovation et qui était toujours avoir un pas d'avance ou un pas de côté. La problématique numéro 1, c'est complexe. Je pourrais en parler pendant 2 heures, mais pour faire simple, en France, on a tout un dispositif pour l'innovation. Donc, on a des belles startups qui, d'ailleurs, ont fait revenir des gens qui étaient partis aux États-Unis. Je parle de Mistral, par exemple. Et il y en a d'autres. Mais à un moment donné, en fait, il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça suit pas, que ce soit au niveau du discours politique ou dans les intermédiaires, et qui finalement soit pousse de nouveau les startups à s'en aller, les grands talents, ou des discours aussi qui vont occulter finalement les talents français et amener le grand public à s'orienter vers ChatGPT par exemple, ou du Microsoft, etc. Donc finalement il y a une problématique. Et moi j'aime bien dire en fait que les Français aiment bien, finalement pour plein de contextes différents, aiment bien acheter un produit étranger. En général, on se dit, tiens, un logiciel américain, il va forcément être hyper innovant. Et au final, peut-être que ce logiciel américain que vous utilisez, peut-être qu'en fait, ce sont des Français qui sont partis. Et on voit le même problème dans la recherche. On met beaucoup de moyens sur les jeunes chercheurs, puis à un moment donné, ils s'en vont, parce que finalement, ça suit pas. Et donc, je pense qu'en France, on a vraiment, en termes d'innovation, des ultra au top. Mais s'il n'y a pas des moyens enclenchés pour une poursuite et en fait une croissance des différents entités si on parle de l'IA, qui ont vu le jour, en fait on va se retrouver encore dépendant des gros et être complètement occulté par ces gros là. Et eux ils savent comment faire en termes de lobbying, etc. Il n'y a pas de problème. Alors je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. On peut mais c'était un très bon départ. On va donner la parole à Iman et ensuite je donnerai mon avis et on pourra en débattre effectivement. Okay. Alors on aura quelques minutes seulement, on pourra pas effectivement, c'est un sujet qui est vaste, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour donner peut-être nos avis rapides en tout cas sur le sujet. Très bien. Oui, donc je suis d'accord avec ce qu'a dit Barbara, et pour justement rejoindre ce qu'elle a dit, je pense aussi que la France est plutôt bien positionnée dans tout ce qui est IA, et justement ce qui a été annoncé, c'est que le pays compte en fait se positionner
dans tout ce qui est IA open source pour justement se différencier par rapport à la domination des entreprises, par exemple, américaines. Mais comme ce qui a été dit, justement, il y a un souci au niveau de l'attractivité des talents et aussi au niveau des financements. On peut le voir avec Mistral, qui est une super entreprise où il y a vraiment un énorme potentiel pour concurrencer justement ChatGPT. Mais quand on regarde de plus près, on voit que les fonds, c'est des fonds américains. Donc là, il y a cette question aussi justement, on entend beaucoup parler de souveraineté de l'IA au niveau de la France et aussi de l'Europe. Il y a des pays qui, comme l'Allemagne par exemple, il y a aussi les Émirats, bien sûr, qui est en dehors de l'Europe, ou qui veulent vraiment développer des outils qui vont être nationaux. Après, à voir, bien évidemment, est-ce qu'il y aura assez d'influence, assez de moyens qui vont être mis en place pour vraiment créer des outils qui vont pouvoir concurrencer tous les géants du numérique. Ouais, tout à fait, je suis absolument d'accord. Alors, moi, j'ai quelques points quand même à partager là-dessus. Le premier, c'est la fameuse stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, donc qui a un budget de plus de 4 milliards d'euros, là, qui a été annoncé, qui est en cours de déploiement sur la France. Le but, c'est d'accompagner plusieurs centaines de TI, donc plusieurs centaines d'entreprises de taille intermédiaire pour pouvoir justement développer toutes les technologies. On a aussi, je sais pas si vous avez vu passer ça, mais on a vraiment un écosystème intéressant dans tout ce qui est machine learning, donc tout ce qui est apprentissage par les machines, apprentissage automatique. Ça, on a un très gros pôle en France. Je suis très heureux aussi que Xavier Niel et ses partenaires, avec Scaleway notamment, aient lancé QTI, le laboratoire de recherche IA qui est basé à Station F, qui est le plus grand campus de start-up au monde à Paris. On a des belles boîtes, effectivement, vous avez parlé de Mistral, il y a Dataiku, on a des Vana ce soir, on a plein de très très belles entreprises. Bien sûr, en fait, la problématique qu'on va avoir, c'est toujours la même, c'est qu'on est sur un marché qui est monstrueux en termes de taille, qui grossit très très vite et qui est pour l'instant évidemment archi dominé par les Américains, on va pas se mentir. Mais pour autant, moi ce que je vois, c'est qu'on a une carte à jouer. Et je pense qu'on a toutes les cartes en main pour faire quelque chose de mieux. En tout cas, je nous vois beaucoup mieux positionnés sur l'intelligence artificielle qu'on a pu l'être sur le web première version, sur le web 2, même sur le web 3, on a eu quelques très très belles startups et entreprises qui se sont développées. Je trouve qu'on est vraiment bien positionné, mais j'attends de voir ce que ça va donner. Et oui, il y a encore des frictions, il y a encore des problématiques à gérer, on est tout à fait d'accord là-dessus. Je me permets d'ajouter un petit mot sur... Il y a aussi une problématique qu'on rencontre en Europe, parce qu'on parlait d'investisseurs américains. Et en fait, la problématique en Europe aussi, aujourd'hui, on a connu jusqu'à 2022, un petit peu 2023, des investissements massifs. C'était l'Eldorado, l'investissement dans tous les sens. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds aussi qui se retrouvent, en fait, on appelle ça les fonds vampires. C'est-à-dire qu'ils ont investi énormément d'argent dans plein de startups différentes, donc il y avait pas, c'était pas en rapport avec l'IA, et qui aujourd'hui n'ont pas récupéré leur investissement, et du coup ne peuvent pas investir. Ou s'ils investissent, ils sont d'une prudence qui est absolue. Et donc typiquement, ce que j'ai entendu, ce que j'ai pu entendre, c'est on va attendre, on va voir. Sauf que c'est complètement anti-innovation et anti-tout. Et ce qui se passe, c'est que les Américains n'ont pas du tout la même manière de voir les choses. Et donc eux, ils n'ont pas cette problématique. Donc ils viennent investir sur les boîtes européennes, mais en masse. Et donc, pour débloquer des fonds vers les États-Unis, ça peut être en 48 heures. En France, ça peut prendre 6 mois, 1 an. Et donc, dans une poussée d'innovation comme celle-ci, c'est quelque chose c'est un frein énorme. Donc, il y a cette question. Et je sais qu'au niveau gouvernement, ils savent en fait qu'il y a un problème au niveau des investisseurs. Donc, il y a des dispositifs qui ont été créés pour les nouvelles deep tech qui se créent, pour aider les investisseurs à investir. Mais voilà, il y a un blocage aussi sur quand même un effet de levier qui est majeur dans l'innovation. Tout à fait, je suis assez d'accord. Après, pour ma part, et on clôturera là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est interminable et je pourrais y passer 5 heures aussi. Moi, je vais être honnête avec vous, que les fonds viennent des États-Unis ou de n'importe où ailleurs, je m'en moque, très clairement. Tant que les fonds sont là. Bien sûr, après, je suis d'accord, ça serait mieux
si, en termes de souveraineté, notamment ce dont Iman parlait, qu'on puisse avoir plus de fonds ici. On en a, ils sont pas suffisants, on le sait, c'est vrai. Enfin, attention, bon, parce que les Américains demandent quand même à ce que les boîtes déménagent. Ouais, je sais bien, je sais. Ah, après, il y a des moyens de les faire plier quand même. Il y a des moyens de les faire plier. Bon, on va pas parler de ça maintenant, c'est trop technique. On va perdre la moitié de l'audience. Bon, merci en tout cas pour ces réponses. Alors maintenant, pour terminer, parce qu'on est déjà à 52 minutes. Point important pour terminer notre partie à nous, je vous rappelle, restez bien jusqu'à la fin parce que là c'est la première heure, mais la deuxième heure ce sera plutôt pour les entreprises, donc restez bien jusqu'au bout. On va notamment faire une étude de cas pour une entreprise parmi vous gratuitement, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et à partager au maximum ce débat qui j'espère vous plaît. Alors le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est quelles sont vos prédictions 2024 et dans les années à venir si vous voulez, dans l'intelligence artificielle. Alors voilà, je vous laisse le temps de réfléchir quand même, parce que je vous ai pris peut-être un petit peu à court là-dessus. Je vous avais pas préparé, j'avais pas indiqué que j'allais vous poser cette question-là. Et je pense que voilà, vous êtes dans le sujet en permanence, vous allez pouvoir répondre. Donc, est-ce qu'il y a une ou deux prédictions que vous pouvez faire et qui, d'après vous, va se passer cette année ou dans les rapidement, quoi, pas un truc dans 10 ans. Barbara, du coup. Allez, je commence. Du coup, dans les prédictions, en fait, on est à la miniaturisation en fait de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui veut dire que dans les grands trusts qui font de la recherche, le but c'est de pouvoir avoir une IA dans son téléphone ou dans un objet d'ailleurs. Hein, maintenant, on est en train de voir des nouveaux objets qui apparaissent, et donc d'avoir son propre compagnon avec soi. Et donc, dans l'année qui va venir, en fait, on est sur de la prédiction. À très court terme, ça va être du coup, je peux installer une intelligence artificielle sur mon téléphone et avoir accès en fait à la propre IA. Donc ça c'est un délire, mais c'est réel. Et dans là où d'ailleurs nous on travaille chez Devala, c'est un autre enjeu qui va venir forcément par conséquence, c'est la personnalisation, en gros les IA multiculturelles. Parce que typiquement, si demain, moi, j'ai mon IA personnelle dans mon téléphone ou à la Blade Runner, dans un porte-clés, je ne sais quoi, je vais vouloir en fait qu'elle représente mes valeurs, qu'elle soit, quelle est mon histoire, etc. Et je pense que ce qui va venir, c'est tout ce qui est technologie pour que notre IA soit notre vrai compagnon et qu'elle soit le reflet de nous-mêmes. Et ça, voilà. Donc, du coup, si on voit une vision un peu du futur, moi je la vois à la Blade Runner, je sais pas si certains l'ont vu, où le héros en fait je crois que c'est sa femme ou je sais plus, en tout cas ça devient sa compagnon, son ami, son ami de tous les jours, et au final je le vois un peu comme ça. Super, merci Barbara. Et toi, Iman, du coup? Du coup, si je peux compléter et ma vision aussi de l'avenir de l'IA, donc moi je vois 2 points. Je vois le premier, c'est le fait qu'on fera de plus en plus attention aux questions éthiques et à la régulation de l'IA, parce que vous avez certainement dû entendre parler de l'adoption du règlement AI Act en Europe, qui est en fait une étape assez importante, parce qu'il n'y a pas vraiment de réglementation au niveau mondial, à part en Chine, mais elle est moins développée que celle de l'Europe. Et en fait, on va faire de plus en plus attention à toutes les questions liées à la protection des données, parce que vraiment ça, c'est un sujet qui est important et qui fait peur aussi pas mal aux entreprises quand elles veulent justement utiliser l'IA. Et si je peux ajouter un autre point, une autre prédiction, ça va être au niveau de tout ce qui est marketing, pour l'automatisation des interactions clients. Donc on devrait avoir des chatbots qui seraient de plus en plus sophistiqués et qui pourraient gérer justement des interactions beaucoup plus complexes et fournir un service client amélioré. Excellent, merci pour vos prédictions. Moi, je vais y aller de la mienne, hein, très clairement. Moi, déjà, je vois sur cette année 2024, très clairement, ça va être gros impact des intelligences artificielles sur la vidéo. Je vois déjà énormément de nouvelles applications qui arrivent et qui sont très, très intéressantes. D'ailleurs, j'en ai partagé pas mal sur mes réseaux sociaux si ça intéresse certains.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être une véritable guerre. J'ai vu que Google annonçait enfin le lancement de son Gemini Ultra. Donc, je pense qu'on va avoir GPT-5 chez ChatGPT, chez OpenAI cette année. Moi, c'est ma prédiction en tout cas. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça va être, à mon avis, quelque chose d'assez fou. Et puis, le dernier point, je pense, c'est aussi au niveau de l'utilisation des IA dans les entreprises. Pour moi, je vois de plus en plus d'entreprises s'intéresser, me contacter pour faire des conférences, pour se former, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, parce que on en a beaucoup parlé, notamment en 2023, ça a été vraiment un pic important de discussion autour de ce sujet, mais maintenant, les entreprises se disent, ok, c'est super tout ça, mais comment on l'intègre, comment concrètement ça va nous trouver des clients, ça va nous aider à gérer nos réseaux sociaux, ça va nous aider à répondre à nos clients, comme disaient Iman et Barbara tout à l'heure. Donc je pense que ces 3 points-là vont être extrêmement importants. Il y en aura d'autres, mais voilà, là-dessus on est tout à fait d'accord. Écoutez, je voulais déjà vraiment vous remercier toutes et tous d'avoir été là. Là, on a fait la première grande partie de cet événement, donc je suis très content d'être avec vous ce soir encore une fois. Moi, je suis en direct d'Asie actuellement, donc il est 1h du matin ici. Voilà, je sais plus, il doit être 17 ou 18h maintenant. Je voulais déjà remercier très fort, de manière très importante, Barbara Delacroix de Devana qui était avec moi ce soir. Anaïs Brémond n'a pas pu être là. On a eu Iman Moustakir qui était vraiment excellente également. Merci à vous pour votre présence et voilà, les interventions, c'était vraiment super intéressant. J'ai hâte de continuer à discuter avec vous. Je parle déjà pas mal avec Barbara et j'ai hâte de discuter aussi avec Iman parce que je pense qu'on a pas mal de choses qu'on pourrait développer ensemble. Merci à vous en tout cas d'avoir été là. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Un grand merci à toi. J'ai pris la parole. Vraiment un grand merci. C'était très agréable de pouvoir échanger sur les différents sujets qui vont sûrement évoluer demain. Et avec plaisir pour échanger avec les auditeurs qui souhaitent poursuivre certaines discussions ou s'ils souhaitent en savoir plus sur Devana. Je suis disponible. Merci Barbara, merci d'avoir été là, c'est vraiment cool. Et Iman, je te laisse la parole. La même chose, moi aussi je vous dis merci d'avoir été là, nous écouter parler de ces sujets. C'était super de discuter du coup avec vous deux, Barbara et Rémi. Et puis donc si vous souhaitez en savoir plus sur l'IA, tout ce qui est ChatGPT, n'hésitez pas à me suivre et à m'envoyer une invitation. Je vois déjà qu'il y a des personnes qui l'ont fait, donc merci beaucoup à vous. Et si vous avez des questions, je serai ravie de répondre. Super, merci à vous Barbara et Iman. Du coup, je vais vous passer maintenant, comme j'avais prévu, en mode auditrice. Merci d'avoir été là encore, c'était vraiment excellent. On va faire monter maintenant Grégoire avec moi pour parler un petit peu d'entrepreneuriat et d'IA. Alors, on va faire un petit point rapide d'abord avant de commencer. On va passer donc à la deuxième partie de ce débat. Donc, je suis très content d'accueillir Grégoire Moto avec qui je travaille sur pas mal de choses dans l'IA et dans l'entrepreneuriat. Je vous rappelle qu'il est développeur d'applications IA et il aide pas mal d'entrepreneurs à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs entreprises. Donc que vous soyez salarié ou entrepreneur, je vous conseille de rester parce qu'on va vous donner plein de conseils maintenant et on va surtout répondre à vos questions et peut-être même travailler pour vous tout simplement ce soir. Donc c'est plutôt sympa. Avec Grégoire, on a accompagné plusieurs entrepreneurs déjà. Alors à quel niveau? À 3 niveaux principalement. On les a aidés à faire du marketing et de la communication pour leur activité, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille, quels que soient leurs objectifs. On les a également aidés à trouver plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Ça, c'est un point important. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se posent des questions là-dessus. Comment on publie? À quelle fréquence? Comment on peut être aidé par l'IA pour pouvoir faire plus parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a autre chose à faire, etc. ou parce qu'on ne sait pas faire, tout simplement. Et surtout, très important, sans devoir y passer des heures. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises? C'est un manque de temps évident, qui est grand, qui est important, qui fait mal, qui est douloureux. Donc on est vraiment sur cette problématique-là. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par tous ces sujets, n'hésitez pas à nous envoyer un message dès maintenant. Vous pouvez cliquer sur nos têtes, que vous soyez sur mobile ou sur tablette ou ordinateur, ça fonctionne sans aucun problème. D'ailleurs, avant de vous donner la parole, déjà on va accueillir Grégoire. Ça va Greg? Très bien. J'ai déjà quelques questions, mais déjà 3 questions très intéressantes, donc hâte de passer à la partie réponse aux questions.
Super, super, super. Alors avant de passer à cette partie réponse aux questions, j'avais un petit point à vous rappeler qui est important, juste avant de vous donner la parole également. On va faire un atelier de travail gratuit ensemble la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse. Alors, concrètement, ça va être quoi? Ça va vous aider à trouver plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Ça va vous permettre de faire de la marketing, de la communication pour votre activité. Ça, c'est important. On va vous aider à augmenter votre visibilité. Je sais que c'est une problématique qu'ont beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Comment je me fais plus voir sur les réseaux, sur Internet en général, sans devoir y passer trop d'heures parce que voilà, j'ai des problématiques de temps. Je dois gérer mes clients existants, je dois gérer ma vie perso également. On va faire ça en direct sur 5 jours. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être là tous les jours. Ça serait mieux, mais c'est pas une obligation. Chaque jour, on vous enverra une vidéo, en fait, et on sera en direct avec vous pour répondre à vos questions. On sera vraiment disponible pour répondre à vos questions et résoudre vos problèmes. Tout ça, encore une fois, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est vraiment entièrement gratuit. On a vraiment envie d'en savoir plus sur vous, sur vos problématiques et sur comment on peut avancer avec l'IA. Alors, si vous voulez d'ores et déjà, avant qu'on réponde à vos questions, vous pouvez déjà vous inscrire à cet atelier 100% gratuit qui démarre la semaine prochaine en vous rendant sur ia.montersonbusiness.com. On va vous mettre le lien, vous allez voir le lien, il est dans les commentaires, il est dans la description. Je vous le répète, IA comme intelligence artificielle, monter son business, tout attaché, ER bien sûr, .com. Voilà, vous verrez que vous avez accès à tout ça et je pense que Grégoire également vous mettra le lien dans les commentaires. Vous entrez votre email et le 12 février, on vous donnera les accès aux informations. En attendant, vous avez accès à une masterclass d'1h30 gratuite qu'on a donnée il y a quelques semaines et qui vous permettra déjà d'avoir les premières informations intéressantes et utiles pour avancer avec l'IA et vous. Voilà. Hop, du coup, on va enchaîner. On va vous donner la parole, on va pouvoir discuter avec vous en direct dès maintenant. Donc, si vous voulez le faire, c'est maintenant. Si vous voulez vous former à utiliser l'intelligence artificielle pour avoir plus de clients, c'est maintenant que vous allez pouvoir le faire. Alors, je vois qu'on a les premières questions. Je te laisse prendre la parole, du coup, Grégoire. On a eu une question au début de Julie. Si tu veux lever la main pour passer en direct, comme ça tu pourras poser les questions en direct et on pourra y répondre. Ensuite, j'ai vu qu'on avait Thomas Puget qui avait levé la main à un moment, qui voulait intervenir. On avait Isabelle Nativel qui est spécialiste dans le tourisme. Si tu veux passer en direct, tu peux lever la main, comme ça on pourra répondre à tes questions. Abdelhamid, qui est fondateur d'un cabinet de consulting. Et excellent, écoute, on a fait monter déjà Julie qui a levé la main, du coup, bonsoir Julie, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux activer ton micro pour nous répondre? Julie, normalement, tu as un petit bouton en bas avec un micro qui doit être barré ou pas d'ailleurs, et tu appuies dessus pour pouvoir le réactiver. Ah, ça n'a pas fonctionné a priori, donc je te laisse continuer, du coup, Grégoire. Alors, non, la question de Julie, le temps qu'elle puisse monter en direct, c'était comment savoir quelle IA est adaptée à son domaine. Autrement dit, comment s'assurer du sourcing qui vient nourrir chaque IA, que ce soit ChatGPT, Midjourney ou Bard. Bon, je pense que c'est une question très intéressante de savoir quels sont les différents outils d'IA et quels sont les différents... Comment savoir si lequel de tous ces outils est adapté à son domaine, à son activité. Tout à fait. Vaste sujet, c'est très intéressant. Ça va dépendre effectivement de tes objectifs et de ce que tu souhaites atteindre. La question est très très vaste. Moi, ce que je pourrais recommander dans ce cas-là, si tu as besoin, en fait, c'est plutôt par rapport à ton besoin. Imaginons que tu souhaites créer du contenu sur un blog, par exemple, du contenu texte. Tu pourrais utiliser effectivement ChatGPT payant ou gratuit, Bard, tu peux utiliser Microsoft Copilot. Ce sont des outils qui sont faits pour générer du texte et qui ont l'avantage que tu peux leur donner du contexte. Alors, le problème, surtout sur les outils gratuits, c'est que tu peux pas aller très très loin dans la création du contexte. Mais en tout cas, sur les outils payants, notamment ChatGPT 4 actuellement, tu peux vraiment lui rentrer des informations préalables sur ton produit, tes services, qui tu es, quelles sont tes valeurs, quel type
avec quel ton tu veux répondre, à quel ton tu veux écrire, etc. Tu peux même lui donner des articles de blog que tu as déjà rédigés, des fichiers PDF. Tu peux lui donner à manger, entre guillemets, pour qu'il comprenne comment tu penses, comment tu écris, et pour qu'il puisse adapter les choses à ta situation. Je ne sais pas si on répond vraiment à la question, parce qu'elle est assez vaste, mais en tout cas, c'est un début de réponse. Qu'est-ce que tu rajouterais là-dessus, Alors, moi, ce que je conseille au début, c'est d'utiliser ChatGPT. C'est vraiment le premier point d'entrée dans l'IA. Pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est comment s'assurer du sourcing qui vient nourrir l'IA. Ça, c'est une très grosse problématique sur tous les outils. On ne sait pas vraiment quelles sont les informations qui ont été utilisées quelles sont les informations qui sont utilisées pour donner des réponses. Parce que l'IA, ChatGPT et autres sont très bons pour faire des résumés d'informations, mais on ne sait pas d'où vient la source. Donc c'est pour ça que c'est important de bien savoir utiliser ChatGPT et les autres outils d'IA, et pas de lui faire 100% confiance, parce que il fait 80% du travail qui est excellent, mais par contre, souvent, quand on lit en détail les réponses par ChatGPT, on retrouve 20% de conneries dedans. Et en tant qu'humain, c'est là où il faut vraiment filtrer ces 20% et garder que les 80% qui sont bons. Donc pour le sourcing, ce que tu peux faire, Julie, c'est lui fournir, toi, tes informations. Donc avec ChatGPT payant, donc c'est 20 € par mois. Vous allez sur le site de ChatGPT et vous prenez l'offre premium. Ça vous permet de mettre un PDF je pense que c'est jusqu'à 500 pages. Donc vous pouvez mettre un PDF et lui dire, à partir de ce document-là, à partir de cette étude, à partir de ce livre ou de ces articles, écris un article de blog. Par exemple, on a travaillé avec quelqu'un qui souhaitait écrire un article dans le domaine de la santé. Et pour ne pas donner des conseils banals, quand on demande à ChatGPT, donne-moi des conseils pour être en meilleure santé, il va donner des banalités. Et donc, ce que j'ai conseillé à la cliente qu'on a accompagnée, c'était de fournir les informations, d'extraire des articles, des paragraphes de livres qu'elle a validés au préalable, et de demander à ChatGPT de les résumer. Et par rapport aux autres outils, Midjourney et Bard, pour 90% des gens, 99% des gens, je vais recommander au début que ChatGPT. Et Midjourney, c'est très intéressant si on veut faire des images d'une qualité avec un détail très très fin. Midjourney est meilleur si jamais vous avez besoin de faire des images où on voit des gens. Midjourney est bien meilleur que ça, bien meilleur que ChatGPT. Sinon, dans 90% des usages pour les entreprises, l'utilisation de ChatGPT est un très bon premier pas. Tout à fait. D'ailleurs, avec cette cliente, on est allé même plus loin. C'est vrai qu'on lui a proposé un outil qui lui permet d'aller vérifier des études scientifiques. Il y a maintenant sur ChatGPT un outil très spécial qui est intégré, qui est très facile à rajouter gratuitement dans son ChatGPT et qui permet d'aller vérifier via une base d'études scientifiques réelles qui ont été faites à travers le monde et donc d'avoir le sourcing, d'avoir les informations précises. Donc c'est vrai que c'est assez puissant, on peut aller très très loin là-dessus. Et je rejoins Grégoire, le but c'est, moi j'aime bien, je me fais appeler le dresseur d'intelligence artificielle. Pourquoi? Je sais que ça fait rire beaucoup. C'est parce que c'est exactement ça en fait. Il faut arriver à leur faire comprendre qui on est, comment on fonctionne, quel est notre contexte, quels sont nos clients potentiels ou nos clients tout court. Qu'est-ce qu'on veut vraiment obtenir de l'intelligence artificielle et comment y parvenir? Parce que beaucoup de gens utilisent, soit sont déçus rapidement en disant ouais, enfin j'ai testé, c'est nul. Voilà, ça c'est souvent le premier truc. Ou alors j'ai testé, c'est sympa, mais bon, ça m'a pas impressionné plus que ça. Je retourne sur Google, littéralement. Et puis il y en a d'autres c'est l'inverse, qui ont testé beaucoup de choses, mais qui sont pas forcément satisfaits des résultats obtenus, quoi. Donc c'est un peu dommage et justement nous on veut vous aider à aller mieux. C'est pour ça qu'on fait cet atelier la semaine prochaine de travail. On va vraiment vous montrer concrètement comment utiliser ces outils de manière efficace et pouvoir adapter ça à votre situation, parce que c'est ça qui est le plus important. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont levé la main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à faire monter ou est-ce qu'on a d'autres questions, on peut faire passer Abdelhamid qui avait levé la main et qui a un cabinet de consulting. Donc si tu veux le faire passer en live. Oui, bien sûr. Je viens de faire la demande. On va voir si ça fonctionne. Bonsoir Abdelhamid. Je ne sais pas si tu nous entends et si tu peux activer ton micro
pour nous répondre. Je me permets de te tutoyer, hein, j'espère que tu m'en donneras l'autorisation. Je ne sais pas. Si. Bonjour. On peut se tutoyer sans aucun souci. C'est un honneur d'être parmi vous encore, parce que j'avais demandé la dernière fois. Ça s'est pas concrétisé. Je sais pas, il y avait un souci technique, je crois. C'est possible. Ouais, sûrement. Sinon, avant d'aborder le sujet, je peux rester sur les prédictions de 2024 parce que ça m'a plu là. Alors rapidement, avec plaisir, mais voilà, rapidement. C'est un article que j'ai lu aujourd'hui sur une hors-série. C'est comment j'ai réussi à avoir un boyfriend qui ne me résiste pas. C'est une tendance chez en pays asiatiques, là où vous êtes. C'est une tendance maintenant. On a son petit ami, on papote avec lui sans aucun souci. Et il est fort aimable plutôt. C'est l'intelligence artificielle. Je crois que ça va se développer encore. Ça va se développer. Ça, c'est ce que je me suis dit comme prédiction pour 2024. Intéressant, effectivement. Est-ce que tu avais une question spécifique par rapport à ta problématique d'entrepreneur? Oui, exactement. C'est toujours le contenu. J'aimerais bien humaniser mon contenu IA. Parce que là, quand j'écris, j'ai pas de souci. Je n'ai jamais eu de souci pour avoir du bon contenu et ça accroche. Sur LinkedIn, on me fait toujours l'éloge. Et quand j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle, je devais toujours rectifier. Et quand j'ai envie de rectifier, je me retrouve à rectifier et c'est rebolote, quoi. C'est vraiment difficile. Et je me dis, j'aurais pu écrire ça tout de suite avec mon style. Donc, est-ce que vous avez eu déjà cette problématique ou pas? Bien sûr. Bien sûr, on l'a tous les jours avec les clients qu'on accompagne, effectivement. C'est cette problématique-là, c'est justement d'utiliser les outils. Est-ce que tu peux nous dire quel outil tu utilises pour générer tes contenus déjà? ChatGPT, et je lui donne un prompt bien détaillé. C'est la version payante ou gratuite? Non, je ne suis pas encore passé à c'est un blocage. D'accord. Est-ce que c'est... Mais en vous entendant là parler de la version payante et tout ce qu'elle peut nous apporter, je crois que c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a deux choses. Mon problème. Ouais. Il y a deux choses. Effectivement, c'est le jour et la nuit. Je vais être très clair. Il y a un gap énorme entre la version gratuite et payante. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, la version gratuite sera suffisante. Mais si tu veux vraiment rentrer dans, et je suis pas un vendeur de ChatGPT, hein, j'ai pas d'action chez OpenAI. Non, vous êtes un conseiller là, vous êtes un conseiller. Mais c'est ça, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et pourquoi? Pour une raison simple. Dans le ChatGPT 4, qui est déjà bien plus performant en termes de données, etc., ça c'est le premier point, mais le deuxième point qui est très important, et il y en a trois. Le deuxième point, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle des instructions personnalisées. C'est-à-dire que dans les paramètres de ChatGPT, vous pouvez lui dire, voilà qui je suis, voilà comment je fonctionne, voilà ma typologie de client, voici des documents que tu vas pouvoir utiliser, comme disait tout à l'heure Grégoire, qui vont me permettre de mieux parler de la manière dont moi je parle. Aide-moi, parce que tu peux aussi lui demander ça, aide-moi à mieux trouver et à mieux qualifier mes clients. Et là, tu vas avoir des résultats. Moi, je vais te dire un truc, Abdelhamid, tu vas pas me croire. Si, tu vas me croire, je pense. C'est comme si on lui donnait notre ligne éditoriale, c'est ça? C'est ça, exactement. Et moi, j'ai été choqué récemment. Il s'est encore amélioré sur le ChatGPT 4 Turbo, hein, c'est la version actuelle. Des fois, il m'écrit des trucs, j'ai l'impression que c'est moi qui écris. Ça me fait peur. Je te jure, ça me fait peur. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment il sait? Il me suit, il me regarde. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut que tu joues. Et après, sur la création, je sais pas si tu as vu, mais en plus, sur ChatGPT dernière version, tu as la création d'images qui est de bien meilleure qualité. Et tu as ce qu'on appelle... Oui. Voilà, pas au niveau de Midjourney, mais sur pas mal de points, elle est suffisante, effectivement. Et tu as ce qu'on appelle maintenant c'est ouvert, le magasin de GPT, c'est-à-dire que tu peux rajouter des options, on pourrait appeler ça comme des plugins, quoi, des options supplémentaires qui vont permettre d'améliorer ton chat GPT. Et ça change tout également. D'accord, donc il suffit que je passe à la version premium pour constater toutes ces améliorations et gérer la chose comme j'aurais souhaité qu'elle reflète ma personnalité.
Complètement, ce serait très bien. Et si tu peux venir à l'atelier qu'on fait la semaine prochaine, qui est encore une fois 100% gratuit, tu vas apprendre beaucoup de choses, je pense. Donc n'hésite pas à nous rejoindre pour cet atelier. D'accord, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Pour rajouter un conseil pour Abdelhamid, c'est donner à ChatGPT. ChatGPT est très bon pour écrire si tu lui donnes un exemple. Donc si tu lui dis voici un article que moi j'ai rédigé, tu lui donnes 2-3 articles, tu dis voici des articles que moi j'ai rédigés, rédige avec ses sources en lui donnant une ligne directrice. Tu dis j'aimerais que tu rédiges un article sur ça et ça avec donc ton prompt détaillé que tu as, et en plus de ça tu passes à la version payante. En plus tu lui dis voici les articles que moi j'ai déjà écrits. Là il va te donner des résultats de bien meilleure qualité. D'accord. Donc c'est ça. Je lui donne ma façon d'écrire et lui il comprendra ma ligne. Voilà. C'est ça. Tu lui donnes plusieurs articles, tu lui donnes 2-3 articles. Tu lui dis voici les articles que j'ai écrits. Écrit sur ce sujet, tu le guides en disant parle dans une première partie de ça, ensuite fais une transition pour aller vers ça. Comme si tu parlais, comme si tu prenais un stagiaire et que tu lui expliquais ce qu'il devait faire comme travail. Un assistant, quoi. C'est un ça. Assistant. Comme si tu prenais un assistant et que tu devais lui expliquer ce qu'il faisait comme travail. Mais si tu veux, avec plaisir, pendant l'atelier, on pourra passer plus de temps à aborder plus en détail comment faire en sorte que ChatGPT utilise notre ton, notre personnalité, notre ligne éditoriale. Et on pourra répondre à tes questions si jamais tu as une problématique, tu pourras la partager et puis on regardera en détail ensemble. Ça peut être très intéressant. J'en serais ravi. Merci Abdelhamid en tout cas pour ta participation. Merci pour cet échange. Avec plaisir. Avec plaisir et à très vite. Ensuite, on a Christine qui a levé la main. Si tu peux la faire passer en direct. Ouais, avant de faire monter Christine, effectivement, je voulais rappeler un truc important et donner un exemple aussi, parce que c'est vrai que on utilise tous les jours avec Grégoire l'IA et on en est très content. Moi, par exemple, aujourd'hui, je publie des contenus absolument tous les jours, en étant seul, sur cette partie-là en tout cas, et sans perdre de temps. Vous pouvez voir sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn, post de blog, tous les jours depuis 4 mois. Est-ce que je suis un robot? Est-ce que c'est possible? Bah oui, en fait, c'est possible. Et attention, des contenus qui sont intéressants, qui sont partagés, qui sont suivis. Donc, c'est possible. Par contre, effectivement, il faut avoir les outils, il faut savoir comment les utiliser, et il faut savoir surtout, et aussi, comment bien faire comprendre aux IA comment nous on est pour que ce soit du contenu de qualité. Et encore une fois, bien sûr, toujours vous repassez derrière, et en réalité, c'est toujours votre contenu. Je sais qu'il y a cette problématique-là, les gens se disent, mais attends, mais t'as tout géré par IA. Non, pas du tout. C'est pas ce que je vous dis de faire. C'est pas du tout ce que je vous dis de faire. Voilà, en tout cas. Donc, du coup, Christine, tu as dit, c'est ça? Oui. Ok, on va faire monter Christine. J'espère qu'elle sera prête. Ouais, tu feras gaffe, Grégoire, ton micro, quand il est activé, on a un bruit derrière, je sais pas ce que c'est. Ah, non. Christine, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Je sais pas si en attendant, on a d'autres questions. Ah, Christine revient. Alors, attends, on va réessayer. On te fait monter, Christine. En attendant, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Je vois Christine est montée, ça y est. Bonsoir, Christine. Comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ce débat qui est très enrichissant, je trouve. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre de te tutoyer? Oui, bien sûr. Bien sûr, tout le monde se tutoie. Moi, je travaille beaucoup à l'international, donc d'accord. Bien sûr. Est-ce que tu avais une question particulière du coup à nous poser? Oui, alors je travaille moi pas mal avec les États-Unis et j'ai pas mal de collègues qui utilisent l'IA. Je voulais savoir en fait comment est-ce qu'on peut utiliser Perplexity.ai, parce qu'en fait j'ai plusieurs confrères américains qui m'ont dit que c'était vraiment un moyen très intéressant pour vérifier les données, c'est-à-dire pour valider, pour justement valider la véracité des données proposées par ChatGPT. Donc Perplexity.ai. Alors je trouve que ce que dit Rémi et puis ce que tu dis aussi Grégoire, c'est très juste. Moi j'utilise l'IA, je publie 2 ou 3 fois par semaine des posts. Je pourrais le faire tous les jours si je voulais, mais globalement
c'est tout à fait faisable et c'est bien moi qui écris, c'est bien mon style, c'est bien le ton que j'emploie. Voilà. Moi, j'aide les dirigeants qui se perdent dans leurs notes à donner des conférences mémorables. Donc, j'ai formé plusieurs personnalités incroyables comme Virginie Delalande, cette jeune femme née totalement sourde et qui a jamais entendu le son de sa voix, qui a gagné le premier grand oral animé par Ruquier. Donc, j'ai beaucoup de personnes et moi, j'aimerais bien utiliser l'IA pour permettre à mes clients de mieux s'entraîner en fait à la prise de parole. Donc, j'aimerais bien développer un outil ou quelque chose, une app, quelque chose qui permet de le faire. Merci Christine. Bah, du coup, Grégoire peut-être peut répondre sur la partie outils. Moi, je répondrai sur Perplexity. Alors, par rapport à l'entraînement, moi j'ai utilisé à titre personnel quand vous avez ChatGPT, à l'offre payante sur ChatGPT, il y a la possibilité de poser des questions avec la voix. Donc sur l'application mobile, vous téléchargez l'application mobile sur iPhone ou Android, et on peut lui poser une question avec la voix. On peut lui enregistrer un message audio et il répond en audio. Il a un petit D'accord. Et il répond avec une voix de femme ou d'homme? Je sais pas. On peut choisir. Je pense que c'est femme, mais c'est surtout la voix et on sent qu'il y a un petit accent. La voix, c'est une voix anglophone. Donc si on lui parle en anglais, c'est parfait. Par contre, si on lui parle en français, ça fait un petit accent. Donc on sent un petit accent. Mais ça marche bien quand même. Ça marche vraiment bien. C'est pas parfait. C'est sympa. En tout cas, merci du tuyau. Donc il y a une app qu'on peut télécharger sur iPhone. C'est l'app ChatGPT. Donc l'application ChatGPT sur l'App Store ou le Play Store. Okay. Et en bas à droite, sur une conversation, soit tu peux écrire un texte, soit tu peux appuyer en bas à droite sur le micro, et ça va t'ouvrir une petite bulle, un petit nuage, et tu pourras poser ta question. Ok, c'est top ça. Et il répond comme si on avait... c'est comme si on faisait un chat à l'écrit, et on peut lui dire, tu peux lui dire, tu es... par exemple, si tu veux faire une interview, si tu veux t'entraîner sur une interview, tu dis, tu es une personne sur ce sujet, je dois te poser des questions, réponds comme à la place de la personne que j'interviewe et corrige-moi si jamais je pourrais poser des questions. Et comme ça, il va faire et les réponses et une analyse. Et, ça, c'est super intéressant pour les personnes effectivement qui donnent des interviews. C'est un super tuyau. Moi, c'est plutôt sur les conférences, tu vois, c'est-à-dire pour pouvoir permettre aux gens en fait de se lâcher. Tu vois, parce que la plus grosse difficulté des orateurs, des entrepreneurs qui donnent des conférences, c'est justement les syndromes de l'imposteur, la légitimité, etc. Et avoir une option qui permette de s'entraîner de façon beaucoup plus limpide. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est pour l'entraînement, donc là c'est sous forme de questions-réponses. Après, tu peux développer, donc ça, on pourra en discuter par la suite, mais tu peux développer ce qu'on appelle un GPT. C'est une espèce d'application à ton nom avec ta touche que tu mets par-dessus ChatGPT. C'est ce qu'on appelle les GPT. C'est développer un GPT. Ça, ce serait top, ça. C'est utiliser ChatGPT et le spécialiser avec ta touche perso. Donc, par exemple, il y a... je ne sais pas si le Club Med l'a fait, mais il y a des agences de voyage, type le Club Med, qui ont créé une version de ChatGPT qui va répondre aux questions en étant spécialisé Club Med. Donc si par exemple je dis je voudrais partir en vacances au soleil au mois de janvier, il va me répondre avec les informations que le Club Med lui a données. Et donc tu peux faire pareil avec toi, ton savoir-faire, ton expérience. Toutes les informations que tu donnes aux personnes que tu accompagnes, tu les mets dans ton GPT et les autres personnes peuvent y avoir accès. C'est un peu il va y avoir des limites, mais c'est une version limitée de ce que toi, c'est un peu un clone. Je pensais, par rapport au conseil qu'a donné Rémi tout à l'heure, je pensais lui donner mon bouquin. En fait, j'ai écrit le premier livre en langue française sur comment devenir un professionnel de la conférence. Et donc, c'est la boîte à outils du conférencier. Et je pensais lui donner, en fait, l'implémenter dans ChatGPT. Qu'est-ce que vous en pensez ?
tu peux faire ça, et c'est justement l'un des avantages des versions des GPT. Donc, Rémi a parlé des GPT Store. Donc, c'est un peu comme l'App Store pour télécharger les applications sur son iPhone ou sur son Android. Et un point important qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue confidentialité des données, tout ce que tu donnes à ChatGPT, c'est comme si tu le mettais publiquement sur Internet. Tu le mets publiquement sur Internet. Okay. Donc, il faut faire attention à ça. Si tu utilises... Alors effectivement, j'ai un contrat moi avec un éditeur, hein, donc je peux pas faire n'importe quoi. Si effectivement je lui donne l'intégralité de mon contenu entre guillemets en version e-book, enfin en PDF, et que ça se retrouve sur le net, je risque d'avoir des soucis avec mon éditeur. Ça si tu peux essayer par toi-même. ChatGPT, donc comme je t'ai dit, en lui fournissant du contenu et avec la voix pour le personnaliser. Mais dès que tu lui donnes des informations sensibles, il faut faire très très attention parce que il faut passer par quelqu'un qui a de l'expérience et qui pourra vraiment te guider. Donc, si tu veux, on pourra en discuter. Mais tout ce que tu mets, les personnes peuvent le récupérer. En gros, c'est public. Tout ce que tu donnes à ChatGPT, c'est public. Okay. Ouais, tout à fait. Il vaut mieux. Pardon, excuse-moi de te couper, Christine. Il vaut mieux effectivement que tu envoies des choses qui sont déjà publiques à ChatGPT. Si tu as notamment publié déjà sur LinkedIn, sur ton blog, etc., ce sera peut-être mieux. Ben, le bouquin, il est public. Hein. Enfin, tu vois, je veux dire, simplement, la version numérique, elle est en vente aujourd'hui. Ouais, quand je dis public, c'est public sans avoir besoin de payer, quoi. Tu vois, c'est vraiment publié. Tu vois. Mais bon, je me demande comment ils vont faire évoluer les contrats. C'est une question très intéressante, ça, hein, de savoir comment les éditeurs vont faire évoluer les contrats par rapport aux choses qui ont été, qui sont, qui sont dans le domaine public d'une certaine manière, puisque les gens peuvent l'acheter, mais globalement, comment ils vont faire évoluer leur contrat. Je trouve que c'est une question assez intéressante. Ah, complètement. De toute façon, la partie droit d'auteur aujourd'hui, c'est un sujet qui est central. On a une vraie problématique. Hein, c'est pour ça que les gouvernements dans le monde entier décident de légiférer. C'est parce qu'il y a un besoin réel de légiférer rapidement, que ce soit pour les images, que ce soit pour les vidéos, que ce soit bien sûr pour les textes. On a déjà, vous avez peut-être pu voir les problématiques qu'on a avec le New York Times, etc., qui attaquent OpenAI, donc l'entreprise qui gère ChatGPT, parce que ils se sont entraînés sur leur contenu. Hein. Tout ça, ça va être une problématique importante. Et pour revenir sur ta première question qui était Perplexity, moi, pour l'avoir utilisé, c'est un outil qui est vraiment intéressant, qui permet de recouper des informations et de pouvoir avoir plusieurs sources vraiment intéressantes sur des sujets variés. Je le trouve intéressant, et en plus, ce qui est fort, c'est que gratuit. Pardon ? Il est gratuit. Ouais, il est gratuit. Et c'est vrai que sur cette partie sourcing, je trouve qu'il est mieux que Google, ce qui est quand même pas un petit mot. Hein. Moi, je l'ai pas mal utilisé aussi pour valider les infos. C'est ça. Vraiment super. Et sur ChatGPT, on a parlé tout à l'heure des GPT, donc là, Grégoire en a parlé aussi. Il y en a un qui s'appelle Consensus, qui permet de faire des sources, d'avoir des sources d'études scientifiques sur des sujets scientifiques. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et qui permet également de demander à ChatGPT à chaque fois, c'est bien gentil ce que tu m'as publié, mais ça vient d'où ? Quelle source ? Et donc, dans ces cas-là, il donne les sources, ce qui n'est pas toujours le cas dans la version gratuite, ni dans la version payante traditionnelle. Donc, c'est des choses qu'on peut utiliser. Et comment s'appelle l'outil alors ? Alors, l'outil, c'est Consensus. C'est un GPT que tu peux rajouter à ChatGPT version payante uniquement. Ok. Alors, comment tu rajoutes justement les plugins ? Parce que ça, c'est un truc que j'ai jamais fait encore. Alors tout ça, on va peut-être pas en parler maintenant spécifiquement parce que c'est compliqué. Il faudrait que je monte mon écran. Donc là, on est en audio, donc ça va être compliqué. Par contre, c'est des choses qu'on va voir dans l'atelier gratuit de la semaine prochaine. Okay. Donc on va vraiment voir énormément de choses. Comment on rajoute les GPT, comment on fait telles options, comment on entre des données privées mais sécurisées dans les IA pour éviter de se les faire prendre justement. Et comment on obtient des résultats intéressants et de qualité avec les IA. Donc si tu peux être présente au moins dans un des lives de la semaine prochaine, ça serait cool. Ouais, Au pire, il y aura les replays. Je vais me débrouiller pour être présent. C'est bien, en tout cas, c'est cool ce que vous faites. Bravo. Merci beaucoup. Et puis c'est bien aussi j'ai remarqué ça tout à l'heure dans un post, c'est bien de respecter la parité. Je vous félicite là-dessus parce que c'est pas toujours le cas. Les nanas, elles ont pas forcément toujours la parole. Et là, il y a plus de filles que de garçons, donc félicitations les gars.
Ouais, merci beaucoup. Bah, en fait, c'est une problématique, c'est toujours un problème pour moi. C'est parce que je me suis rendu compte d'un truc. Moi, ça fait très longtemps que je fais des débats, alors pas sur LinkedIn, hein, mais ailleurs. Et sur les problématiques techniques, souvent, j'ai du mal à faire venir des femmes, même en leur demandant. Donc là, je suis très content. Sur les 2 événements qu'on a fait sur ces débats, ouais, bon, on a eu un maximum de femmes et c'est génial. À ta dispo, si jamais tu as besoin d'une femme pour intervenir. Moi, je suis quand même assez en avance par rapport à un certain nombre de personnes, parce que je travaille beaucoup avec les States et j'ai... Avec plaisir. Toujours, avec plaisir. Bah, on aura un 3e débat le mois prochain. On fait un débat IA tous les mois maintenant, on a décidé. Donc, super, bravo. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à toi, Christine. Mais avec plaisir. Merci à vous, les garçons. Bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Super, merci Christine, merci à tous ceux qui participent. Il y a pas mal de commentaires, j'ai pas mal de messages privés. Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde. Là, on est en direct. Je vous laisse imaginer, j'ai plusieurs ordis, mes téléphones certains vibrent. Je peux malheureusement pas tout gérer en direct. Bien sûr, on répondra à tout le monde en privé après l'événement. On est réellement en direct, hein, c'est pas enregistré ce qu'on est en train de faire, donc sachez que voilà. Et pour info, ici, il est 1h32 du matin. Et c'est pas une excuse, hein, c'est de ma faute. Hein. On est en décalage, c'est pas grave. On fait un petit point rapide peut-être avant de reprendre une nouvelle question. Je voulais vous rappeler donc, si vous voulez trouver plus de clients grâce aux réseaux sociaux, si vous voulez développer votre activité et si vous avez envie d'intégrer l'intelligence artificielle mais vous savez pas forcément comment faire, attention à ton micro, Grégoire. Rappelez-vous qu'on a un atelier de travail gratuit la semaine prochaine qui va démarrer lundi 12 février. Vous pouvez vous inscrire complètement gratuitement sur ia.montersonbusiness.com et on va travailler avec vous en vidéo et en direct. On sera là pour répondre à vos questions, pour résoudre vos problèmes spécifiques. On va vraiment travailler dans le dur, quoi. J'ai envie de dire, on va vous montrer nos écrans, on va partager plein de choses ensemble. Le but, c'est de vous aider à avancer grâce à cette nouvelle technologie. Et je vais être très clair avec vous, hein. Il va y avoir un monde où on va se retrouver avec les entreprises qui utilisent l'IA et qui vont continuer de croître et de trouver de plus en plus de clients. Et il y a les entreprises qui vont malheureusement ne pas croire en ça ou ne pas le faire et se retrouver un petit peu à la traîne. Et c'est dommage parce que les technologies sont là, elles sont accessibles à des prix très abordables. C'est quand même, moi je vais être honnête avec vous, payer dans les 20 ou 25 euros par mois ChatGPT, c'est absolument dingue quand on voit ce que c'est capable de faire. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent intervenir du coup, Grégoire? Alors, on peut faire passer Gilles, qui a levé la main, qui est enseignant et consultant en système informatique. Ensuite, Très bien, je connais très bien Gilles, ouais. Je connais très bien Gilles. Et ensuite, il y avait d'autres personnes, ouais. Noélie, je vais le faire monter. Noélie qui a levé la main. Et ensuite, on a une autre question de Fabrice, à laquelle on pourra répondre. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet commentaires de l'événement. Vous pouvez partager un commentaire et comme ça, on vous fera monter en direct, monter en live. Ou sinon, levez la main et ensuite, on pourra vous faire monter en live. Je te laisse, Rémi, si tu veux. Ouais. Je vais faire monter Gilles si ça fonctionne. Bonsoir Gilles, comment ça va? Ton micro est coupé par contre, si jamais. Je ne sais pas si tu es toujours là. Gilles, donc on va attendre que Gilles débloque son micro. En attendant, merci encore à tous d'être là. On est encore là pour quelques temps. On est là pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser en commentaire, à lever la main si vous voulez prendre la parole. Et si vous êtes prêts à le faire, hein, si vous pouvez le faire. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Je rappelle que ce débat a été dingue. Hein. On a eu une première heure superbe. Ah, Gilles. Voilà, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Rémi. Oui, on s'était eu il y a pas longtemps. Donc, alors justement, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'on disait à l'époque par rapport à tout ce qui a été dit ce soir, à savoir que bon, c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça peut faire beaucoup de choses, mais ça produit des choses standards. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on pourrait appeler par exemple dans le recrutement, si on faisait appel donc à l'intelligence artificielle pour recruter du personnel, on va recruter des moutons de panurge. C'est-à-dire que ça va être tous des profils un petit peu les mêmes, parce que c'est fonction de la base d'expérience qu'on a accumulée. Donc, il n'y a pas place pour l'élément, disons, disruptif, qui sont souvent les candidats les plus intéressants. C'est-à-dire ceux qui sortent de la masse de tout ce qu'il y avait avant.
C'est ça que je veux dire. C'est un peu comme en football, on a dit, on va trouver un système, j'ai vu un article, pour, grâce à l'intelligence artificielle, décerner le ballon d'or. Eh bien, vous allez peut-être décerner le ballon d'or à des joueurs classiques, mais vous n'arriverez pas à avoir un joueur comme Ronaldinho, qui avait marqué un but, c'est comme ça qu'il a eu le ballon d'or, en faisant un pointu. Parce que tous les entraîneurs vous diront, il faut surtout pas faire de pointu. Donc ça sera pas rentré dans les bases d'expérience. Il a fait quelque chose de disruptif, quelque chose de complètement anormal, et c'est ça, il a même dit, il avait même déclaré à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était le plus beau but de sa carrière. Voilà. Donc, parce qu'il a fait justement quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et donc, l'intelligence artificielle ne va faire que ce qui a été fait avant. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ouais, je comprends tout à fait, Gilles. Je suis assez d'accord avec toi. Merci de participer. C'est toujours un plaisir de te voir aux différents événements qu'on organise. Merci de ton soutien. Moi aussi. Tout à fait. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Par contre, faut faire un peu attention. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu voir sur les dernières semaines, notamment, c'est que c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, bien sûr. De toute façon, les IA sont entraînées sur des données qu'on a déjà rentrées. Ça, c'est tout à fait vrai et ça pose quelques problèmes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle commençait à faire des choses créatives. Je l'ai vu notamment, il y a une étude qui a été publiée récemment d'ailleurs sur le sujet que je t'enverrai si ça t'intéresse, qui montrait des scientifiques qui ont fait des tests justement pour voir si l'IA était capable de créer quelque chose de vraiment nouveau, tu vois, de quelque chose qui soit pas juste une redite de ce qu'on a déjà dit ailleurs. Et les résultats sont assez intéressants. Dans certains cas, elle arrive à trouver des trucs assez choquants. D'ailleurs, Barbara en a parlé tout à l'heure. Dans le domaine de la santé, on a réussi à donner des données, à fournir des données assez massives à des IA qui ont trouvé des solutions à des problèmes qui, depuis des années, étaient impossibles à résoudre, quoi, insolubles. Et ça, je trouve ça assez dingue. Et je me dis que qu'est-ce que ça va être dans les prochains mois ou les prochaines années? Là, on parle de ChatGPT 5 qui arrive. On parle de Google qui lance enfin son Gemini Ultra, qui apparemment est assez incroyable. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas vers quelque chose de vraiment créatif? Après, le débat sera toujours le même. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'art? Est-ce qu'on peut vraiment parler de création? C'est une grande question. Ça, le débat, je suis tout à fait d'accord, il est encore très ouvert et on ne sera pas tous d'accord sur ce sujet, c'est clair. Oui, est-ce que tu avais une question? Voilà. Je dis, juste pour terminer, je dis il ne faut pas confondre création et aléatoire. Parce que dans les systèmes qui développent, à ce que j'ai cru comprendre, ils mettent des systèmes aléatoires. On cherche des choses au hasard et on essaie de trouver des choses qui ont du sens. Mais aléatoire et créatif, c'est quand même deux choses différentes. La création, vraiment, c'est des choses qui n'ont jamais existé, qui n'avaient même aucune chance d'exister. Et c'est ça le vrai créateur. Je t'enverrai l'étude, justement, tu vas voir, je pense qu'elle va te, moi, j'étais dans la même position que toi. Et là, j'ai dit, mais attendez, mais c'est sérieux, j'ai fait des recherches. Ouais, je t'enverrai ça. Je lirai, puis on en reparlera une autre fois. Ok. Avec grand plaisir. Est-ce que tu avais une question spécifique, pardon, t'avais une question spécifique ou pas? Non, c'était une réaction plus qu'une question. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta participation. C'est vraiment un plaisir. Et puis, on se voit bientôt. Ok, à bientôt, Rémi. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à Gilles, merci à tous ceux qui participent, tous ceux qui nous envoient des commentaires. C'est un vrai plaisir encore d'être là. On est encore là un petit peu avec vous, donc n'hésitez pas, profitez-en. On est là pour vous. Voilà, si vous avez des questions, on y répond. Et voilà, c'est offert par la maison, c'est cool. On est entre bonnes personnes et ça c'est génial. Enfin, j'espère en tout cas. Grégoire, est-ce qu'on a d'autres personnes? Alors, on a Noélie ensuite qu'on peut faire monter en direct. Il y a une question de Fabrice que je vais lire. Si Fabrice Gauthier, tu es disponible pour monter en direct, est-ce que tu peux lever la main? Donc pour lever la main sur les commentaires, sur l'application, sur le site LinkedIn, tu as une petite main levée. Et pour revenir à ce que disait Gilles sur la création, ce qui est important, c'est que tous les métiers créatifs, je ne sais pas s'il y a des artistes, des graphistes, des designers ou autres, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour que les humains, le cerveau humain, fasse tout ce qui est création
et que tout ce qui est exécution de la tâche soit faite par la machine. Donc que ce soit pour les écrivains, pour les graphistes, pour les photographes ou autres. La machine permet d'automatiser toutes les tâches un peu ingrates et l'humain va se concentrer sur la partie création et intéressante. Voilà. On peut, est-ce Tout à que fait. Noélie, Ouais, tu donc as... Noélie, est-ce que tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît? Bonsoir, Bonsoir, comment ça va? je veux bien et vous? Très bien, merci. Est-ce que tu avais une question particulière à nous poser? Oui, je ne sais pas si je dois encore me présenter. Dernièrement, je vous ai dit que je suis en République démocratique du Congo, en Afrique. Je ne sais pas si vous connaissez. Je suis entrepreneur. Mais aussi, ces temps-ci, je participe dans de nombreuses conférences où on m'invite pour aider les jeunes entrepreneurs parce que j'ai une expérience déjà de 3 ans avec mon entreprise. Et ces jeunes entrepreneurs veulent me voir dans les réseaux sociaux, créer de contenu pour donner des conseils en fait sur l'entrepreneuriat et tout. Et dernièrement, j'ai aussi posé une question de savoir en fait comment travailler en fait la visibilité de mes produits sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'outils de l'intelligence artificielle dont vous parlez, mais qu'on ne sait pas vraiment comment utiliser. Je comprends tout à fait, Noélie, c'est exactement ça. Je me permets de couper ton micro, par contre, pour te répondre, parce qu'on a un peu de bruit. Hop. C'est très intéressant ta question, effectivement. On a cette problématique sans arrêt. C'est-à-dire que moi, je publie, par exemple, des outils quasiment tous les jours sur mes réseaux sociaux. Des outils pour faire de la vidéo, de la musique, de l'audio, enfin de l'audio, c'est pareil que la musique, de l'image, du texte, etc. Des outils qui sont assez géniaux et que moi j'ai pu tester et que j'ai adoré. Mais il y a toujours cette problématique de dire, ok, c'est super tout ça, mais comment on les utilise? Est-ce que c'est simple? Pas toujours. Est-ce que c'est en français? Pas toujours. Est-ce que je peux intégrer ça réellement dans mon entreprise tous les jours? Pas toujours. Est-ce que j'ai le temps de me former à cet outil? Pas toujours. Toutes ces questions sont évidentes, elles sont tout à fait acceptables et je les comprends parfaitement. Et c'est pour ça qu'on fait ces débats, c'est pour ça qu'on fait ces ateliers. Je vous rappelle, un atelier gratuit à partir du 12 février, donc la semaine prochaine, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur ia.montersonbusiness.com. On a le lien en commentaire et en description de l'événement. Pourquoi on fait ces ateliers-là? C'est justement pour ça. On va vous montrer nos écrans, on va vous montrer comment on les utilise, on va vous montrer les cas d'usage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec concrètement? Et on va prendre des études de cas très simples. C'est vos problématiques à vous. C'est-à-dire qu'on va prendre vos problèmes dans vos entreprises, dans vos problématiques clients, vos produits, vos services, et on va vous montrer concrètement comment, avec tel ou tel outil d'IA, vous allez pouvoir faire telle ou telle chose. Le but, c'est quoi? Vous aider à trouver de nouveaux clients, vous aider à mieux vous positionner, c'est-à-dire à trouver une meilleure offre qui va vraiment impacter plus vos clients potentiels. Le but, c'est de vous permettre d'automatiser la façon dont vous allez pouvoir publier sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'écrit, via LinkedIn ou sur votre blog, que ce soit en vidéo, sur les différentes plateformes, que ce soit à l'audio, ou que ce soit sous format image. Tous ces points-là sont extrêmement importants et je sais que c'est une problématique que beaucoup d'entreprises ont. Donc, si tu peux être présente effectivement à l'atelier de la semaine prochaine, je pense qu'on verra beaucoup de choses là-dessus et peut-être qu'on prendra ton exemple comme entreprise avec problématiques à gérer, très clairement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Et ouais, peut-être que Grégoire, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Alors bon, le plus important, comme tu disais, c'est les ateliers. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est faire en live, vous donner des exercices à faire, des cas concrets. Parce que tout ce qu'on a parlé au début, toutes les nouveautés, toutes les tendances et tout, c'est bien. Mais ce qui nous intéresse quand on est en son compte, quand on a une activité, c'est ok, concrètement, aujourd'hui ou cette semaine, je dois réaliser cette tâche, je dois faire la pub de mon produit. Qu'est-ce que j'écris pour mon post sur Instagram? Quel contenu je dois publier? Et tout ça, c'est ce qu'on voit dans les ateliers. C'est ok, c'est beau l'intelligence artificielle, ça peut faire des trucs géniaux, mais concrètement, comment moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, je peux m'en servir aujourd'hui et rapidement. Voilà, Noélie, est-ce qu'on a répondu à ta question du coup?
Noélie? Oui, mais dernièrement, j'ai participé à l'atelier que vous avez organisé. Ce n'était pas trop pratique, en fait. J'ai arrivé à suivre ça encore moi-même, mais c'était un peu compliqué. Je sais pas, est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser, par exemple, pour créer de vidéos, améliorer les images des produits, parce que moi, je suis dans le jus naturel, de chips et tout. Ouais, bien sûr, tu as énormément d'outils qui existent, hein, on en parle régulièrement. Pour faire simple, du coup, là on pourra pas les présenter parce on est sous un format audio, donc c'est compliqué de te les présenter. L'atelier, il va être très pratico-pratique, hein. On va vraiment présenter les outils, on va vous montrer comment ils fonctionnent. C'est un atelier sur 5 jours, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'être là tous les jours. Mais en tout cas, toutes les vidéos seront en replay de toute façon. Et on montre exactement, étape par étape, comment on utilise les outils. Donc tu auras vraiment accès à ce que tu veux. Pour te citer 2 outils simples, hein, tu as un outil français qui s'appelle Flease, qui permet de créer des choses assez incroyables en termes de vidéos pour tes produits et services. Et sinon, il y a évidemment l'outil qui s'appelle PixArt. Mais voilà, c'est des outils qu'on va présenter justement dans l'atelier. Donc, je t'invite à être avec nous si tu peux, en direct ou en replay. Est-ce que tu peux épeler Flease, Rémi? Ouais, Flease, c'est F-L-I-Z. C'est une boîte française qui salue, ils sont probablement dans l'audience. Et puis, il y a PixArt, donc Pixa, P-I-X-A, plus loin Art comme art, A-R-T. Ces 2 outils, si vous mettez le nez dedans, vous allez plus pouvoir en sortir, très clairement. Voilà, pour faire simple. Et aussi, pour revenir sur ce que tu disais, Noélie, le dernier atelier qu'on a fait, c'était un atelier de 2 heures où on a abordé beaucoup de points. Et on n'avait pas, justement, c'est un des retours des retours qu'on a eu, c'est qu'il n'y avait pas assez de pratique. Et donc là, ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est faire plusieurs ateliers pendant sur la semaine et consacrer beaucoup de temps sur la pratique et répondre à vos questions. Donc ça c'est un point qu'on veut, c'est ok, les gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour leur activité ont des difficultés. Et on va les résoudre ensemble. Donc, si tu veux t'inscrire, le lien est dans la description et dans les commentaires. Comme ça, tu peux t'inscrire, tu mets ton mail et on pourra ensuite prendre ton business, un produit que tu as et faire une stratégie de contenu sur un mois, savoir qu'est-ce que tu dois poster sur quels réseaux sociaux, avec quelles photos et quel texte. D'accord, je me suis déjà inscrite, d'accord, merci. Parfait, super. On a une question de Julie et ensuite Fabrice. Donc Julie, si tu veux essayer de repasser en live, je ne sais pas si tu peux, lève la main, bah parfait, vas-y. Noélie, pour ton intervention, on va faire monter Julie du coup. Hop. On fait monter Julie. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Bonsoir Julie. Oui, bonsoir. Bonsoir Rémi, bonsoir Grégoire. Désolée, mais en effet, tout à l'heure, j'ai eu un petit bug. Pas de souci, ça arrive. Est-ce que ça t'a plu le débat? Oui, très intéressant. Merci de me proposer ce débat. Je suis inscrite à l'atelier, donc je serai des vôtres au 12 février. Ah, excellent. Est-ce que tu as une question spécifique? Oui, alors déjà, merci d'avoir répondu à ma première question. La seconde concerne finalement, parmi tout le catalogue des plugs qu'il y a via ChatGPT, mais version payante, comment est-ce qu'on fait finalement pour se repérer et savoir lesquels pourraient nous servir par rapport à des tâches qu'on voudrait faire précisément? Est-ce que vous avez des astuces pour mieux s'y retrouver? Ouais, alors d'ailleurs c'est intéressant que tu parles de ça. Je suis en train de développer une liste justement des GPT spécifiques que moi j'utilise et que j'ai pu tester parce que la problématique qu'on a, en fait, il y en a plusieurs. La première, c'est que on sait pas qui a créé ces GPT. Donc on sait pas qu'est-ce qui a été mis comme information à l'intérieur. Parce que pour faire simple, on va pas rentrer dans la technique, mais quand quelqu'un crée un nouveau GPT sur ChatGPT, il peut lui donner les informations qu'il souhaite lui. Alors évidemment, il y a une mini-modération quand même, hein. Ils peuvent pas mettre des trucs, enfin j'espère en tout cas, pas des trucs trop graves. Mais c'est vrai qu'on sait pas ce qu'il y a mis dedans. L'autre point, c'est que ils se sont rendus compte il y a quelques semaines que certains petits malins utilisaient ces GPT pour faire des choses pas forcément cool. Bon, comme toujours, on a ces problématiques. Mais justement, ce qui est en train de se faire actuellement, ce qui est en train de se créer, c'est des listes d'outils GPT qui ont été testés par des utilisateurs qui sont sûrs
et qui ne poseront pas de problème particulier. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, comme tu le dis, c'est compliqué parce qu'il y en a des dizaines de milliers déjà, et je suis gentil quand je dis dizaines de milliers, ça va être de plus en plus compliqué de savoir lequel utiliser et pour quelle fonction. Donc justement, on va partager ça dans l'atelier, on vous montrera la liste que je suis en train de fignoler là, elle est quasiment terminée, la liste de tous les GPT que moi j'utilise pour moi et pour mes clients, et qui sont sûrs et vérifiés. Est-ce que tu as une problématique particulière que tu veux aborder, ou tu as un besoin spécifique? Pas pour le moment, je pense que je vais préparer justement des questions encore plus précises pour participer lors de l'atelier. Mais ok, donc j'attends la liste avec impatience alors. Je vais te spoiler la liste. Alors, il y a un site, enfin, la liste sera beaucoup plus concise et beaucoup plus ciblée. Et donc là, pour répondre à ta question, les recherches que tu peux faire par toi-même en attendant les recherches et le récap parfait de Rémi, il y a un site qui s'appelle GPT Store, store.ai, GPT Store, et c'est un moteur de recherche et avec des catégories. Donc typiquement, là j'ai cliqué sur la catégorie génération d'images et tu peux voir différents GPT qui permettent de générer des images, dont un qui est spécialisé pour faire des logos. Ensuite, j'étais dans la catégorie avant pour le e-learning, donc l'apprentissage. Et il y a un GPT qui est spécialisé dans le résumé de vidéos. Il y en a qui est spécialisé dans l'apprentissage de l'espagnol, de l'anglais. Donc, voilà. Donc le site gptstore.ai, ça peut te permettre d'explorer et tu vois le nombre d'utilisations, donc le nombre de conversations qui sont en cours avec ces GPT. Donc en gros, c'est trié par plus populaire. Donc ça te permet d'écrémer les plus utilisés. D'accord, très bien. Merci. Avec je vais tester. Merci. Ouais, et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, Julie, mais maintenant il y a une option depuis quelques jours. Tu peux directement mentionner un GPT dans ta description quand tu écris à ChatGPT. Tu peux mettre un arrobase et citer, faire venir un GPT dans ta discussion. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Il commence à être tard ici, mais voilà, on montrera ça en direct dans l'atelier. D'accord, ok. Très bien, merci. Merci à toi d'avoir participé en tout cas. Et merci à tous ceux qui participent, c'est vraiment excellent. Je suis très très heureux. Ce deuxième débat est vraiment génial. On va devoir annoncer le troisième, on est obligé, mais bon, on verra ça après l'atelier. Je vous rappelle d'ailleurs, très important, si vous voulez qu'on vous aide directement dans vos entreprises, on fait un atelier le 12 février en direct. Ça démarre le 12 février, ça va être sur 5 jours. Il va y avoir pas mal de contenu partagé gratuitement pour vous. Vous allez kiffer, j'espère en tout cas. Voilà, j'utilise des mots là, je devrais pas utiliser ce temps-là normalement. Vous allez adorer. Et s'il y a d'autres questions, c'est maintenant. On reste encore quelques minutes avec vous. Et j'espère que vous avez apprécié ce débat, que vous l'avez partagé, que vous l'avez liké, etc. Et ça, c'est vraiment génial. Merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions, Grégoire? Alors, j'ai une dernière question de Fabrice à laquelle on n'a pas répondu. Donc, si Fabrice, tu es présent encore dans le chat, tu peux lever la main. Sinon, parfait. À lever la main, donc on va le faire monter. Hop, ce sera probablement notre dernier intervenant pour ce soir, je pense. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? Hop, autorisé à prendre la parole. Alors, je sais pas pourquoi, mais Fabrice, ça ne monte pas, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu as ta question à l'écrit en attendant qu'on arrive à le faire monter? Vas-y, en attendant, je vais lire la question. Donc, Fabrice nous a mis en commentaire. Bonsoir, j'aimerais savoir s'il y a une façon ou une méthode pour donner des ordres sur les robots. Et Fabrice, dans sa description, il a marqué qu'il était manutentionnaire dans un entrepôt. Donc je pense que, vas-y, Fabrice est en direct. Tu peux activer ton micro en bas à droite. Et je te laisserai ensuite te présenter et nous partager un peu plus de contexte sur ta question. On devrait t'entendre là. Fabrice, tu peux parler. Non, apparemment. On ne t'entend pas. Bon, lis la question en attendant, à la rigueur. Donc j'aimerais savoir s'il y a une méthode pour donner des ordres sur les robots
Et donc Fabrice est manutentionnaire dans un entrepôt. Donc pour l'instant, les intelligences artificielles, donc on appelle les IA génératives, elles créent du contenu. Elles vont, entre guillemets, inventer des choses. Donc pour l'instant, pour contrôler des robots, c'est pas encore utilisé parce qu'on n'est pas sûr les résultats qui sortent, les réponses des intelligences artificielles sont un peu aléatoires. Donc pour l'instant, il doit y avoir des tests, donc, par exemple Boston Dynamics, qui est une des plus grandes, enfin qui est un des leaders de la création de robots. Ils ont fait un espèce de petit chien à 4 pattes, qui est un robot qui court assez vite. Eux, ils sont en train de travailler sur des intelligences artificielles pour contrôler ces robots. Mais pour l'instant, pour le grand public, j'en connais pas. Et bon, je pense que pour l'instant, ça va être une méthode plus traditionnelle. Et par la suite, on aura des intelligences artificielles connectées à des robots. Mais pour l'instant, c'est en cours de développement. Tout à fait, il y a pas mal d'exemples, il y a pas mal de choses en cours, mais c'est vrai que vraiment efficace et fonctionnel pour le moment, c'est pas le cas. Et pour tout ce qui est manutention, logistique, par contre, l'IA rentre par d'autres biais. Pour l'instant, pas par les robots, mais ça va venir effectivement, mais par la gestion logistique, par la gestion des stocks, par la gestion des flux. Voilà, j'imagine que Fabrice sait très bien de quoi je parle. Les IA sont de plus en plus performantes sur ces sujets-là parce qu'elles sont capables d'analyser un grand nombre de données et de donner des réponses qui permettent d'optimiser les entreprises. Quand on parle d'optimisation des entreprises, c'est sur tout type d'entreprise. Nous, on a la chance de travailler avec des artisans, des commerçants, des agents immobiliers, des gens qui sont sur Internet, bien sûr, des gens qui vendent des produits physiques. Il n'y a pas un domaine entrepreneurial et de travail aujourd'hui qui va pas être impacté d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on a des questions, j'ai beaucoup de questions malheureusement en privé. Je vais pas pouvoir les traiter maintenant. Je vous répondrai bien sûr personnellement en privé après le live. C'est compliqué de gérer les écrans, etc. Mais j'ai eu des questions, j'ai vu sur le notariat notamment. Je sais qu'il y a des problématiques sécuritaires et de confidentialité de données. Il y a des problématiques sur les droits d'auteur pour tout ce qui est artisan, créateur, etc. Je comprends vos craintes et je les partage très clairement. Attention, je suis pas du tout un gaga pro IA qui pense que l'IA est la solution à tous les problèmes. C'est absolument pas le cas. Mais par contre, ce que je veux dire et ce qui est important et ce qu'on va voir dans les ateliers la semaine prochaine, c'est que ceux qui vont utiliser l'IA vont avoir un avantage de fou sur les autres. Ça, c'est la vérité et c'est pas une invention. C'est déjà le cas. Et je vous assure, vos concurrents sont déjà dessus. Ils se posent des questions. Donc, à vous de voir effectivement ce que vous voulez faire. Mais voilà, pour répondre à la question de Fabrice, effectivement, voilà. Est-ce qu'on prend peut-être une dernière question, Grégoire, et ensuite on clôturera ce super débat, formation. Tu as suscité beaucoup d'intérêt avec la liste des GPT. On a une question de Christophe dans les commentaires qui demande quand et comment penses-tu diffuser la liste des GPT? Pendant les ateliers de la semaine prochaine, ce sera en vidéo et puis je pense qu'on fera un document PDF qu'on partagera aux gens qui sont inscrits. On va partager un maximum de choses super intéressantes avec tous ceux qui sont inscrits à l'atelier. J'ai vu que vous étiez très très nombreux à vous être inscrits. Je voulais vous remercier. Ça fait plaisir de voir que voilà le débat vous a plu, que ce qu'on partage ce soir vous a plu. On a été un petit peu déçus parce que c'est vrai que le premier débat il y avait eu beaucoup plus d'inscrits. Là, on ne sait pas trop pourquoi, il y en a eu moins. Bon, ça arrive, c'est les joies du direct. Mais en tout cas, ceux qui étaient là, c'était les meilleurs, très clairement. Et je voulais vous remercier. Donc voilà, les GPT Store, tous ces outils. En fait, la semaine prochaine, on va donner tellement de choses que la liste est trop longue pour tout partager maintenant. Mais c'est vrai que voilà, je sais que ces outils-là vont vous être très utiles, surtout si vous avez déjà la version payante de ChatGPT, que je conseille d'ailleurs à tout le monde. Et encore une fois, j'ai pas d'action chez OpenAI, je devrais d'ailleurs. Il serait peut-être temps d'investir un peu. Voilà. Est-ce qu'il y avait... c'était là-dessus que ça tournait, du coup, les dernières questions? C'est ça, je pense qu'on est bon, on a fait le tour des questions. Je te laisse faire... C'est le mot de la fin, du coup, Grégoire, pour nous rappeler un peu l'atelier et remercier tout le monde. Donc, pour le mot de la fin, si jamais il y a des personnes qui sont à leur compte et qui veulent développer leur activité, il y a l'atelier la semaine prochaine, mais d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter en privé, que ce soit Rémi ou moi-même. On pourra prendre une demi-heure, 1 heure au téléphone
pour étudier votre problématique et voir si on peut vous accompagner et vous aider. Voilà, on va le faire en groupe durant l'atelier de la semaine prochaine. Et si jamais vous avez des questions, vous êtes à votre compte, que ce soit dans la santé, dans du consulting, dans du coaching, que vous souhaitez avoir plus de clients sur les réseaux sociaux et tout, et que vous en avez marre de passer des heures à créer des posts, Rémi poste tous les jours et on peut vous partager nos astuces sur comment, tout ce qu'on a partagé là, comment bien utiliser ChatGPT et comment avoir un plan d'action concret à appliquer pendant un mois. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages et on sera un plaisir de passer un peu de temps au téléphone avec vous pour analyser votre cas et vous proposer une solution concrète que vous pouvez implémenter. Merci beaucoup aux intervenantes, à Rémi, à toutes les personnes qui ont participé, que ce soit dans les commentaires, en direct. C'est vraiment un plaisir d'être dans ce débat et hâte de vous retrouver tous, une bonne partie, lors de l'atelier et dans les messages privés si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci à tous encore une fois, merci. Grand merci à Barbara, Anaïs, même si elle n'a pas pu être là, à Iman, bien sûr, qui était là, à tous ceux qui ont pris la parole également à la fin. C'est un vrai plaisir. J'ai hâte de vous retrouver pour cet atelier. Ça va être fou, ça va être génial. On va vous montrer. J'ai tellement hâte, je suis tellement passionné par ce sujet que j'ai hâte de partager tout ce que je sais, tout simplement. Parce que faut savoir un truc, moi, dernier point vraiment avant de finir. Avant d'être dans l'IA, j'aidais les entreprises déjà. Moi, ça fait très longtemps maintenant. Le blog, j'ai lancé en 2010, mais j'aidais déjà les entreprises avant. Et moi, j'ai une passion assez folle pour aider les entreprises francophones à réussir dans leur domaine. On a un vivier de talent qui est incroyable. On n'a rien à envier à personne. Rien. Hein, là, je parle à tous les francophones là, qui sont là ce soir. On n'a rien à envier à personne dans nos domaines. Vous êtes incroyables. On est tous incroyables collectivement. Et j'ai hâte qu'on avance ensemble et qu'on utilise l'IA pour notre objectif. Qu'on se serve de l'IA pour atteindre nos objectifs, trouver nos clients, développer notre activité et avancer ensemble. Voilà, c'est vraiment l'objectif que j'ai envie de faire avec vous la semaine prochaine. Et j'ai très très hâte. Donc merci à ceux qui sont déjà inscrits. Inscrivez-vous rapidement. Ça démarre le 12 février. On vous enverra un mail avec toutes les informations. Rassurez-vous. Et si vous voulez nous parler en privé, nos messages privés sont ouverts. Merci à vous encore. Bonne soirée. Moi, je vais aller me coucher. Il est 2h du mat ici. Il est temps d'aller dormir. Merci à vous. Et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour dresser les intelligences artificielles au service de votre entreprise. Merci à vous. Bonne soirée. À très vite.